Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po. Je m'appelle Marjolaine et 2 fois par mois, je recevrai des jeunes docteurs ainsi que des étudiants en master et en doctorat pour parler de leur sujet de recherche en sciences politiques. Vous le verrez, nous sommes ici sur un champ d'études plutôt vaste, alors à la fin de chaque épisode, sur le site du Dazibao, vous retrouverez un résumé avec les points clés de chaque discussion, quelques définitions complémentaires et une petite bibliographie pour les plus aventureux d'entre vous. Et maintenant, sans plus attendre, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Rose Bidot. Bonjour Rose. Bonjour. Tu es docteur en arts et études de genre à l'Université Paris 8 et on va parler aujourd'hui de ton livre qui est paru aux éditions Le Cavalier Bleu, Les couleurs de nos luttes, une histoire chromatique des combats féministes et LGBT+. Alors Rose, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur ton parcours et sur la genèse du livre. Alors comment on en arrive à travailler sur la couleur et à réaliser une thèse en histoire de l'art et en études de genre? Mon sujet de thèse c'était la couleur rose en lien avec le genre. Et l'origine de cela, c'est qu'à l'époque, ça faisait plus de 10 ans que je m'habillais uniquement en rose. Ok. Donc voilà, ça a un peu découlé de là. En sachant que mon master, j'avais fait sur le tatouage et je suis tatoué. Les pieds à la tête. Voilà, donc je choisis des sujets que je connais intimement. Ouais. Et donc voilà, donc pendant 5 ans, j'ai étudié cette unique couleur, donc la couleur rose. Sachant que l'étude d'une couleur, c'est toujours une étude en relation avec d'autres couleurs. Étudier le rose, c'est étudier le bleu, c'est étudier aussi le vert, sa complémentaire, c'est aussi étudier le rouge dont elle est issue, c'est étudier le noir qui symboliquement s'y oppose. Ok. Donc j'ai des connaisses assez larges sur ce que sont les histoires des différentes couleurs. Et puis voilà, donc la suite après, c'est les travaux s'éparpillent ensuite sur d'autres nuances. Et pourquoi? Alors, je sais pas si tu me dis si c'est trop perso, mais pourquoi tu as décidé un jour de t'habiller qu'en rose? Ça fait PD. Ça fait PD, d'accord. Voilà, tu voulais afficher quelque chose ou c'est juste... A posteriori, j'ai commencé, j'avais 17-18 ans, donc c'était un peu... Puis il faut remettre à l'époque, on était dans les années Evanescence, emo-core, etc. Ouais. Moi j'ai eu ma vague gothico-emo, et puis D'accord. j'en étais sorti, donc ça faisait partie aussi des révolutions post-adolescentes. Ok. Voilà, a posteriori, oui, c'était ma première Pride solo dans une petite ville de province. Ouais. Ok, et comment ça a été reçu? On m'a traité de PD. Ok, Voilà. c'était attendu? Oui, c'était prévu. Ok, d'accord, c'était prévu, donc Okay. Tout s'est passé selon les plans. Selon les plans, oui, aucune surprise. Ok, et sur ta recherche doctorale, ça portait sur le rose, mais le rose en perspective par rapport à quoi? La représentation Alors moi je suis en art, donc c'est sur de la culture visuelle, entendue au sens large. Donc moi j'ai un master en art, donc là-bas c'était quand même le rose dans les arts modernes et contemporains, mais en fait ça déborde largement dans la mode, les arts décoratifs, le graphisme, le design, et puis le marketing aussi. Okay. Un groupe en marketing, graphisme d'affiches, couverture de livres, et puis tout ce qui est circulation d'images numériques. Et j'ai aussi tout un volet linguistique, comme toute étude sur la couleur, sur les expressions idiomatiques à base de rose, la vie en rose. Ouais. T'as dû l'entendre, ah oui, la vie en rose, ouais. Super. Les personnages aussi associés, la panthère rose par exemple, et dans la littérature aussi, l'emploi du rose comme métaphore aussi, c'est quelque chose que j'ai appréhendé aussi. Ok, et ça a été perçu comment j'imagine tes directeurs de recherche, ils ont dû se dire, ils sont dans le milieu, donc c'est peut-être pas choquant, mais travailler sur le rose, t'es un garçon, est-ce que c'est vu comme quelque chose de sérieux, valide, intéressant? On dirait les études des couleurs, c'est assez récent, c'est même l'histoire de l'art, on l'étudie en noir et blanc jusque dans les années 70. Pour des questions de reproduction technique de manière générale, c'est Michel Pastoureau qui a un peu démocratisé l'étude des couleurs. Au Moyen-Âge, beaucoup dans le... lui, son terrain, c'est le Moyen-Âge, c'est le Moyen-Âge, mais il a largement débordé
Et donc moi, ma directrice de thèse, elle est spécialisée dans la danse, donc rien à voir. Elle aime pas spécialement la couleur rose. Ok. Mais elle l'a pas Elle s'est fait décrit. violence pour toi. Non, parce que l'encadrement d'une recherche, ça se fait sur de la méthodologie. Ouais. Donc la méthode, c'est de la méthode, peu importe le sujet à la fin. Et on restait dans des domaines. Elle avait travaillé sur la danse, rien que le surréalisme, donc elle n'était pas non plus ignorante Ouais. du monde des arts. Comment ça a été perçu bon, le fait que J'imagine je pour se sois. faire financer, c'était Il y a facile. eu zéro financement. Voilà, Pour c'est ça, pour ça, ok. à Dakar, plus de 2 tiers des thèses en sciences humaines ne sont Ouais, pas financées. d'accord. Le truc de l'université finance le wokisme, c'est faux. La plupart ont fait des thèses sans financement et c'est pour ça que ça dure. Des années, parce qu'il faut Voilà. vivre et manger à côté, hein, bien évidemment. Exactement, donc ce Voilà. sujet-là, il a été balayé assez rapidement. Je suis en études de genre, donc le fait que je sois un mec qui travaille sur du rose, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas eu de remous. Par contre, de toutes les couleurs, encore aujourd'hui, le rose, c'est pas une couleur très appréciée et c'est vu comme un sujet mineur, quoi qu'il arrive. D'accord. Et puis, il y a aussi, à mon avis, le combo je suis tout en rose, je travaille sur le rose, ça ressemble quand même à une grosse blague. Caricaturel un peu, Ouais, ouais. ça a été un peu difficile au début sur les colloques où je suis pas la personne qu'on attend, forcément. J'ai intégré assez rapidement une association, le Centre français de la couleur. Ok. Où voilà, on s'est un peu demandé qu'est-ce qu'il fout là lui. Je me rappelle aussi d'un colloque sur la déportation des homosexuels Ouais. qui m'intéressait pour le seul filtre du triangle rose, où Ouais. j'ai été vu aussi un peu comme un intrus. C'est la question qu'on m'a demandé si j'étais un petit-fils de personnes déportées, ce qui n'est pas le cas, en tout cas pas à ma connaissance. Un monde très ouvert que tu nous décris là, disons. Les historiens, c'est un peu particulier. Donc voilà, mais moi je savais qui je venais voir. Oui. Schlagenhaufen, je l'ai vu et j'étais content. Pourquoi tu étais là, le Oui, je savais but pourquoi voilà, j'étais là, quoi. de la présence. Ouais. Et j'ai eu aussi un revers sur une revue, la revue 18e siècle. Là, c'était très drôle. Ils ont un numéro sur les couleurs qui est paru et qui est quali. Et j'avais envoyé une proposition d'article sur le rose chez Fragonard. Ouais, d'accord, ouais. Qui est, il me semble, un artiste du 18e siècle. Oui. Et en fait, en réponse, j'ai eu des échanges entre les directrices de revue, mais elles ont oublié de me mettre. De t'enlever. Oui. Donc c'était très drôle, enfin moyennement drôle, où elles discutaient, elles trouvaient ça suspicieux que je présente un sujet, parce que je ne suis pas 18e, je ne suis pas un historien du 18e siècle. Voilà, et à un moment j'aurais dit, mais coucou, je suis là. I'm here. Et donc la réponse était ah, mais vous savez, on est une revue du 18e siècle. C'est à quoi j'avais répondu qu'il me semblait qu'il était né au 18e siècle et qu'il était mort au 18e siècle et que sans mobiliser beaucoup de compétences intellectuelles, on pouvait en conclure que le sujet rentrait bien dans le truc. Alors au final, je n'ai pas été pris, hein, tout Oui, simplement, bon. Oui. sans surprise. Ouais. Ok, d'accord, bon bah super. Donc tu as eu ton doctorat, ça s'est bien passé. Très bien Voilà, ta passé. soutenance de thèse géniale, vous t'as Génial, plu ouais, beaucoup, très, très voilà. bien. Tu as passé un bon moment. Très très bon moment. Voilà. Et tu as décidé de continuer à travailler sur les couleurs. Sur les couleurs, Et donc, ouais. bah, ce qui nous Merci. rassemble aujourd'hui, c'est ce livre, donc paru aux éditions du Cavalier Bleu, comme je l'ai dit en introduction, Les couleurs de nos luttes, une histoire chromatique des combats féministes LGBT+. Comment est née l'idée de ce livre? Pourquoi ça t'a paru intéressant, important? Je sais pas si pour toi c'est important, mais Si, c'est intéressant de travailler sur les étendards, en fait, Ouais. des luttes. Ces drapeaux-là, ça m'a toujours un peu intéressé sur la signification et de toute façon pour le rose, je m'étais intéressé aussi à certains, Ok. à certains des drapeaux parce que notamment il y a cette opposition entre ce qui va être LGBT perçu comme institutionnel, Ouais. représenté par le drapeau arc-en-ciel, et les luttes queer qui sont représentées plutôt par un espèce de rose criard Ouais. un peu kitsch et revendiqué. Donc je m'étais intéressé, puis on retrouve le rose dans le drapeau trans, Oui. dans un des drapeaux trans, on retrouve aussi le rose dans le drapeau bisexuel pour représenter l'homosexualité, ce qui est par ailleurs un peu homophobe. Mais... Et donc j'avais même postulé à un moment, je crois, à un colloque en Asie, je crois que c'était en Chine, ou je ne sais plus trop, mais où j'avais proposé déjà un peu une grammaire chromatique des emblèmes LGBT. Donc j'avais un peu un draft d'éléments que j'avais déjà mis sur- rassemblés. voilà, c'est ça. Et c'est
Anne-Laure des éditions Le Cavalier Bleu qui m'avait contacté et elle m'avait proposé. Donc moi j'avais en tête vraiment, j'avais envie de faire une espèce de dictionnaire des emblèmes, un peu Ouais. commenté sur les couleurs. Et elle m'a proposé plusieurs projets, donc le violet que je veux réserver, qui est un peu un de mes gros projets de recherche maintenant, que Ok. je veux me réserver pour une habilitation à diriger les recherches. Trop Donc, chouette. oui, Affaire à suivre. non financé, hein, donc oui, Et- chouette Oui, intellectuellement, intellectuellement, oui. moins Pardon. professionnellement. Elle avait proposé d'autres choses sur le rose, mais bon, après 5 ans sur le rose, et puis en plus 2 ans après d'édition, enfin de mise en forme pour les éditions, il est sorti en 2023, donc un peu flemme. Mm. Et c'est elle-même qui m'a proposé, il y a un truc sur les emblèmes, donc ça correspondait à ce que Ouais. j'avais envie, donc voilà, et paf, ça fait des chocs à Et pic. paf, ça fait des chocs à pic et on se retrouve avec ce livre. Ouais. Donc tu as divisé en plusieurs parties, donc Ouais. le genre, les féminismes et les sexualités. Ouais. Pourquoi cette structure Alors les féminismes, ça paraissait un peu en soi, vu que c'est un peu à côté des deux autres, hein. C'est ça, et j'ai l'impression que les femmes ont quand même beaucoup mené la danse Les dans cette femmes- représentation. Oui, il y a pas mal de choses. En tout cas, les féministes sont. Les suffragettes en particulier étaient très bonnes en termes de Communication oui, colorimétrique. et de produits dérivés aussi. Ouais, hein, de c'est- produits dérivés. Oui. Et le genre et la sexualité, c'est deux sujets différents. Surtout dans la question du genre, il n'y avait pas que des emblèmes, mais il y avait aussi cette question un peu du rose et du bleu. Ouais, Donc ça faisait un peu un bloc un peu à part aussi, je trouvais. Là où les questions de sexualité sont quand même différentes, c'est pas les mêmes problématiques, il y a des problèmes identitaires d'un côté et qui restent sociales. De l'autre, il y a toute une autre histoire des mouvements gays et lesbiens, et puis Ouais. après des mouvements LGBT, puis ensuite après des mouvements queer qui se différencient de juste les vagues identitaires dans lesquelles on retrouve donc de multiples drapeaux Ouais. qui se multiplient sur Tumblr notamment. Donc voilà, ça, voilà, il y a que il y avait une vraie question sur les orientations sentimentales, les orientations Ok. amoureuses, oui. que du coup j'ai mis un peu dans Tu veux dire par exemple tout aromantique ce ou qui est les choses comme aromantique, ça? etc. Que du coup j'ai mis plutôt dans les orientations sexuelles, sur une Ouais. déclinaison qui correspond plus, on va dire, les attirances pour qu'elles soient sexuelles ou romantiques, ou d'ailleurs sentimentales, absolument pas sexuelles et absolument pas romantiques. Ouais, d'accord. Voir les deux en même temps. Ok, et donc tu as commencé par le genre, donc Ouais. justement là, c'est la question qui arrive forcément quand on parle des genres, le bleu pour les garçons, le rose pour Ouais. les filles. Ouais. Donc en plus tu as travaillé Oui. beaucoup sur le rose. Ça date de quand ça, cette opposition, genre le rose et le bleu Le rose et le bleu, c'est les années 70-80, c'est le marketing. Mais c'est pas beaucoup plus... Non. Le rose féminin, il apparaît beaucoup plus tôt, on a des prémices dès le XVIIIe siècle. Ouais, mais c'est relativement tôt quand même. Enfin, C'est une couleur. tard, pardon. Tard. Oui, en tout cas c'est parce que récent. Tu peux te dire ça fait très très Non, longtemps que... La couleur le rose, en tant que concept, avec un nom, c'est 18e siècle. En France, couleur de rose. Ok. Avant, on avait du rose, on le voyait, mais pour le rose était un rouge clair, comme aujourd'hui on distinguerait un bleu foncé d'un bleu clair. Ok, d'accord. Donc conceptuellement, c'était pas une catégorie à part. Et tu sais, t'as réussi à déterminer dans ta thèse Oui. pourquoi tout d'un coup, enfin Oui. ça, qu'est-ce qui est... Avec le rococo, D'accord. c'est une convergence entre des échanges entre des artistes qui sont allés à Venise, qui ont découvert l'école vénitienne, D'accord. et une appréhension donc du colorito, donc une manière de colorer, de dessiner, de colorer la peinture sans forcément en s'émancipant du dessin, on va dire. D'accord. Et puis il y a des évolutions en termes de pigments. On a découvert des pigments plus solides et moins chers venant des Amériques D'accord. du Sud. Donc du coup il y a cette convergence-là. Il y a Newton qui est passé par là aussi. Newton, Donc la ok. découverte du prisme coloré. D'accord. Qui fait qu'on a pu comprendre, parce qu'avant on n'avait pas le concept de contraste coloré, D'accord. on pensait pas comme ça. Toute la période avant on était sur le clair-obscur, sur Oui. des jeux de lumière. Oui. C'est même les théories des couleurs comme on a aujourd'hui, avec le cercle chromatique, avec le cyan, le magenta et le jaune. Oui, C'est le c'est ça. 18e siècle. Avant on avait un truc un peu linéaire, on avait le noir d'un côté, le blanc, et si on mélangeait les deux au milieu on avait du rouge. Donc on D'accord. avait vraiment d'autres conceptions mentales de ce qu'était la couleur. Et même visuel, parce que par exemple, tu sais, la perception de ta peau, parce que tu sais, on a du rose, tu sais, comment les gens
J'écoutais un podcast la dernière fois qui parlait de d'autres populations qui ne perçoivent pas les mêmes couleurs que nous parce que ça n'existe pas dans leur langage. Et sûr. intellectuellement, dans ma tête, c'était difficile à appréhender de comment, en fait, le bleu, enfin, pourquoi des gens verraient différemment. Juste, bon, bref, c'est tout un débat, mais tu sais, quand tu perçois sur la peau le rose, ça n'avait pas de nom ou c'était. Couleur chair, carnation. Ok. Carna. D'accord. Et par contre, on savait comment le faire et on reproduisait très très bien la peau oui, c'est en ça, mettant dans les différentes peintures, couches, des couches de jaune, des couches de bleu, des couches de rouge, ce qui correspond en plus à vraiment la structure dermatologique avec une couche de gras, une couche de sang et une couche de derme. Donc ça, mais ils n'avaient pas une connaissance fine, il y avait pas, ils se disaient pas c'est telle couleur. Et donc le bleu c'est quand même beaucoup plus vieux parce que le bleu il y a toujours. Le bleu c'est chez les barbares. C'était associé à ce qu'on appelait les barbares. Donc pendant très longtemps, nous en Europe de l'Ouest, on a un peu eu du mal avec les pigments bleus parce que la couleur de barbare, donc on n'avait pas forcément envie d'apprendre à le faire. Et puis aussi, ça c'était un grand cliché qu'on avait, enfin une grande croyance qu'on avait en grec, il n'y a pas de bleu. D'accord. Donc on a longtemps pensé qu'ils ne voyaient pas forcément le bleu. Non, c'est juste qu'il n'y avait pas de terme de bleu. D'accord, ok. Et on a l'opposé en russe moderne aujourd'hui. On a 2 mots pour le bleu. D'accord. Donc si on présente du bout des doigts quelque chose, on dit trop bien ton t-shirt bleu et que c'est un bleu ciel et qu'on va dire signé, les gens vont dire non. What the fuck, non, c'est goluboy le terme à employer. D'accord. Le bleu ciel et le bleu foncé en russe, c'est la même chose pour nous que le rose et le rouge. C'est devenu vraiment 2 couleurs complètement autonomes. D'accord. Et le marketing, tu as parlé des années 70. Ouais. What the fuck happened? Pourquoi ils se sont dit à un moment donné? Les années 70, c'est la deuxième vague féministe et l'institutionnalisation à l'université des études sur les femmes, des études féministes qui seront appelées ensuite des études de genre. Ouais. Et le marketing s'est dit on peut analyser le genre et donc on pourrait utiliser ces études pour penser un marché spécifiquement féminin, binaire spécifiquement masculin, et puis vous chargez un petit peu plus d'argent pour tout ce qui sera rose. Accessoirement. Ça se lit sur la moyenne, mais d'accord. Mais ça se lit sur la moyenne, mais oui, c'est comme ça que ça vient. Et d'ailleurs, le bleu, c'est vraiment dans le domaine du marketing du jouet en particulier. En fait, dans la vraie vie en général, le bleu, il n'est pas genré. Tout le monde porte des jeans. Oui. Enfin, sauf moi. En tout cas, pas bleu. Et des femmes peuvent porter du bleu aujourd'hui. Il n'y a personne qui va dire que ça fait une beau. Beaucoup chez les bébés quand même. Bébés enfants. Tu vois, les bébés enfants, et puis même toutes les. Parce que c'est la mode des. On dit, tu sais, quand tu annonces que tu as un bébé, le sexe, etc., tu es quand même très, très encore sur le rose et bleu. Et puis j'avoue, quand tu regardes une gender reveal où par les beige moms, où elles choisissent un marron clair et un marron foncé, tu te dis, mais finalement, c'est quoi? Parce que même toi aussi, dans ton référentiel, quand tu regardes et de lecture, c'est vrai qu'on a quand même tous intégré cette représentation, genre le rose ça serait une fille, le bleu, et donc les mentalités ont un petit peu de mal à... Symboliquement aussi sur les toilettes par exemple. Oui c'est ça, aussi donc on est encore quand même un petit peu dans cette... Oui on l'est complètement, et tous ceux qui me disent que non, moi j'achète des jouets, donc chez mon magasin de jouets, c'est pas genré, tout est en bois, oui mais ton jouet il coûte 600 balles, et moi je suis désolé, à Auchan Bagnolet, à Noël, le rayon pour les filles il est rose, le rayon pour les garçons rose princesse, et le rayon pour garçons il est bleu, et ce indépendamment de la nature des jouets qui est à l'intérieur. C'est vraiment juste la signalétique qui va être bleu ou rose, et même si les jouets sont de couleurs différentes, ça va être les emballages aussi qui vont être bleu ou rose. Ok, donc le bleu et le rose c'était pour introduire ta partie sur le genre. Sur le genre, donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait on apprend plein de choses, parce que je me suis rendu compte en te lisant qu'il y avait tellement de choses que je connaissais pas sur le genre, sur les sexualités, sur ce que ça désignait. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour que tout le monde soit au même niveau d'information et de connaissance, combien en fait il y a de genres qui existent dans nos considérations, enfin dans nos façons de penser, dans notre société? Je sais qu'il y a plein de peuples où il y a 6, 7, 8 genres différents. Et puis aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a plein d'identités de genre, que c'est multiple. Le monde occidental reconnaît 2 catégories de genre, la catégorie féminine et la catégorie masculine, donc les hommes et les femmes. Et donc le genre, moi, ce que j'appelle le genre, c'est le système qui un peu rend opérant tout cela. Il y a 3 grands paradigmes du genre. C'est que ce qui est masculin n'est pas féminin, et inversement.
C'est pour ça qu'il y a de la violence envers les personnes qui soit vont naviguer d'une catégorie à une autre, soit vont avoir le cul entre deux chaises. Il y a un paradigme hiérarchisant, c'est-à-dire que ce qui est masculin est supérieur à ce qui est féminin. Ouais. C'est, je pense, le gros problème. C'est a priori qu'il y ait des hommes et des femmes, what the fuck, il y a des pommes et des poires. Et il y a un troisième aussi paradigme, c'est ce que par défaut c'est masculin. Ok. Donc si on ne précise pas l'identité de genre, le sexe d'une personne, c'est masculin. Ouais. Comme dans la langue française, il y a 10 femmes et avec un homme, et bon, on se parlera au il et pas au elle. Quoi. Oui, exactement. Voilà. Et donc c'est un peu par défaut. Ensuite, depuis... Il y a toujours eu cette dénomination. Je sais pas si tu... Si, on a... Bah, homme, femme. Oui, il y a toujours eu ce... Il y a un peu ça, mais le fonctionnement n'était pas forcément pareil. Dans d'autres peuples non occidentaux, on avait aussi une troisième case pour des personnes, ce qu'on appellerait aujourd'hui des personnes trans. Oui. Voilà, par exemple, même à Tahiti, tu sais, t'as les rérés qui sont des hommes, femmes. T'as les mouchés, t'as les hijras. Donc ça, on a plein, on sait que ça existe. Voilà, dans plein de sociétés différentes. On avait. T'as des gens qui sont ni féminins ni masculins, c'est ça. ou rien du tout, et c'est ok. Et aujourd'hui, en Occident, on peut facilement dire qu'il y a 3 catégories, dont une catégorie paria, enfin plus paria que la catégorie des femmes. Donc on a hommes, femmes et ce qu'on appelle non-binaire qui regroupe un peu tout ce qui sort de ce carcan-là. Non-binaire, c'est qui ne se reconnaît dans aucun des deux aucune des deux catégories, dans les deux ou de manière fluide, tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre. Ok. Donc ça va être et, ou ni. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que là, on en a cité 3, mais tu parles aussi dans le livre des agenres. Agenre 3, c'est un synonyme. Donc non-binaire, on l'a dit, des gender fluides, c'est non-binaire, mais et l'un et l'autre, ça peut, ou plus d'un côté, plus de l'autre. Intergenre, et bien évidemment, la transidentité. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit... Bon, tout ça, c'est sous le grand parapluie du non-binaire. Donc les personnes trans, c'est les personnes qui ont été assignées à une catégorie à la naissance. Donc en général, c'est simple, on regarde le zizi, la zézette et on choisit. Pour les personnes intersexes, on tranche de manière littérale comme conceptuelle. C'est-à-dire que si on considère que c'est un trop grand clitoris, on dira que c'est un homme. Si on considère que l'appareil génital est trop petit pour être un pénis, on dira que c'est un clitoris, quitte à un peu raboter pour que ça rentre dans la catégorie. Donc les personnes trans, c'est des personnes qui vont soit aller d'une catégorie à l'autre. Ouais. On parle de transbinaire en général. Okay. Donc des personnes assignées hommes à la naissance qui deviennent des femmes. Des personnes assignées femmes à la naissance qui deviennent des hommes. Ouais. Donc on parle de homme trans ou de femme. Une femme trans, c'est une transition vers la féminité. Et un homme trans, parce que parfois c'est dans ça. Et un homme trans, c'est de féminin vers le masculin. C'est ça. Voilà. Enfin, moi je dis femme et homme parce que. Après, il y a trans et cis, c'est des adjectifs. Oui, voilà, c'est comme une femme grosse, une femme noire, et il y a une femme trans. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu sais, souvent, peut-être que quand tu dis femme trans, c'est pour te. Est-ce que ça peut être perçu aussi comme te renvoyer à la gueule parce qu'avec le petit accolé à trans, alors que t'es juste une femme, quoi. Si tu te sens femme, t'es une femme. Mais on pourrait dire aussi l'inverse. Pourquoi invisibiliser le parcours? Il n'y a rien de honteux à avoir fait une transition et ça fait partie du parcours. C'est pas forcément honteux pour toi, mais honteux pour. Par rapport à c'est les gens en fait qui peuvent l'utiliser contre toi. Et les gens emploient après comme ils veulent. Mais il n'y a pas non plus de problème à dire trans, c'est un parcours. Et puis c'est aussi des réalités sociales autant que biologiques aussi. Parce que quand un mec trans débarque chez gynécologue, enfin il y a... Oui, c'est ça. Il y a des... Voilà, et pareil pour une femme trans qui aurait fait l'opération, un vagin naturel et un néovagin après opération, ça ne demande pas les mêmes soins, les mêmes compétences. Donc il n'y a pas de honte non plus à évincer cet adjectif, c'est un adjectif comme d'autres, et tout comme une femme noire ne répond pas non plus à les mêmes réponses forcément médicales ou sociales, pareil pour une femme grosse, et pareil pour une femme autiste, etc. Okay. Et la même pour les hommes. Et après il y a les personnes qui vont partir de ces sexes assignés à la naissance, qui vont partir vers une catégorie qui est ni homme ni femme, personnes non binaires. Bon, il y a le débat sur est-ce que les personnes non binaires sont des personnes trans ou pas. Techniquement oui, vu qu'il faut une transition vers une catégorie, vers une autre qui est tierce. Ça c'est les personnes non binaires. C'est-à-dire que tu te sens rien?
Enfin, tu te Non, sens, tu te c'est... sens quelque chose, mais qui n'est pas homme ou femme. Voilà. C'est vrai qu'à conceptualiser, c'est vrai aussi quand t'as Bah, pas... c'est une troisième catégorie. Ouais. Et dans les couleurs, ça s'applique, c'est-à-dire qu'on a associé le rose au. Donc, on va Mais dire, c'est ça. ça reprend les couleurs primaires. Donc, tu as le magenta qui est une couleur primaire, tu as le bleu qui en est une autre, et puis il reste le jaune. Et bien, tu retrouves la même chose. Donc, Ok. le magenta, c'est le rose pour les filles et les femmes. Le bleu, ben, voilà, c'est la catégorie masculine. Et puis, il reste une troisième couleur primaire, le jaune, qui va être en plus la couleur associée, qui va être investie par les personnes non binaires comme emblème. Et les agenres. Les ageurs, c'est des personnes qui se reconnaissent pas dans ce concept de genre. D'accord. Ok, c'est comme... Ça leur est étranger, et comme le genre c'est une norme sociale, il peut y avoir aussi une incompréhension de cette norme, et juste on ne se reconnaît pas forcément, ça peut être de manière vraiment innée, puis, ou alors de manière politique, de se dire à genre, parce que moi fuck le genre, Ouais. et ça ne m'intéresse pas. Ok. Et dans justement ces différents genres, est-ce qu'il y a une reprise du rose et du bleu qui sont quand même les... C'est pas des étendards parce que je pense que t'as pas... Est-ce que t'as un étendard? Je me suis même pas renseignée là-dessus. T'as un étendard pour les femmes, Oui. un étendard pour... Ah oui, d'accord, ça existe des drapeaux. Ah ok, d'accord. Ils existent aussi, Ok. pour les femmes cis, pour les femmes trans. D'accord. J'imagine c'est pas des trucs... Ils sont roses et bleus. Et c'est pas, non, c'est pas très répandu, D'accord. mais en tout cas ils existent. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a une reprise de ces deux couleurs Ouais. pour même les gens qui se reconnaissent pas dans le genre ou des gens qui non binaires? Enfin, comment ils ont dealé avec, Avec ça, cette symbolique alors pour les non-binaires, comme ils se reconnaissent ni Oui. dans l'un dans Bah, l'autre, t'as dit, donc, c'est le jaune. Voilà, il y a le jaune, donc dans leur drapeau il y a le noir. Ok. Donc le noir c'est la réunion de toutes les couleurs en peinture. Si Ok, tu prends ouais. toutes les- En réalité c'est un marron dégueulasse, mais on va dire que c'est du noir. Et non, même pas ça, attends. Pour le noir, ils ont choisi les synthèses de la lumière plutôt. D'accord. Donc c'est l'absence de lumière, l'absence de lumière colorée, donc c'est l'absence de genre. Le blanc c'est la réunion de tous les rayons colorés, c'est l'expérience de Newton. Ok. Donc ça ce serait des personnes qu'on dirait omnigenres, D'accord. qui s'identifient à tous les genres. Ça peut pas être simple. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Bon, c'est une forme d'agenrisme finalement. Puis ça peut changer selon... Oui, c'est ouais. comme les gens qui disent j'aime tout, ça veut dire Oui, qu'ils c'est aiment ça. rien au final. Ils ont le jaune qui représente vraiment les personnes non binaires, et ils ont une quatrième bande, le violet, qui D'accord. correspond aux personnes qui se situeraient sur le spectre transbinaire, D'accord. c'est-à-dire entre le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Quand tu mélanges les D'accord. deux, Ça fait, paf, ça fait du violet. Ok. Et donc le rose, on le retrouve sur le drapeau trans, sur un Oui. des drapeaux trans, qui est le drapeau trans. Alors, pour les auditeurs, je mettrai tout ce dont on parle dans l'article. Je mettrai les drapeaux. Parce que là, c'est vrai que... avec les liens. Comme ça, vous pourrez aller les voir pendant qu'on discute pour voir de quoi on parle. Il y a tout un wiki dédié. C'est ça. Donc le drapeau trans actuel, il est. Ouais, c'est bleu, rose et il y a du blanc. Voilà, c'est ça, ils ouais. reprennent en fait les couleurs des layettes, le bleu ciel Ouais. et le rose. Donc c'est les couleurs qu'on associe aux hommes et aux femmes aux bébés, garçons et filles. Ils reprennent ces bandes-là et une bande blanche pour toutes les personnes qui se reconnaissent pas là-dedans ou savent pas encore. Ouais, Donc c'est un drapeau qui reprend finalement les codes oppresseurs. ok. Oui. Alors j'ai posé la question. C'est de leur avis les codes un peu les deux, oppresseurs en ou fait, c'est... c'est des codes oppresseurs de fait. Enfin, Ouais. de facto, il n'y a même pas besoin de demander l'avis. Donc moi pour le livre j'ai fait un questionnaire en ligne. Ok. J'ai recueilli 400 réponses. D'accord. Et donc il y a une guéguerre, il y a les deux. Il y a des gens qui trouvent qu'il n'est pas bien parce qu'il reprend finalement donc, ces normes oppresseuses. Il y a aussi des gens qui vont analyser en se disant que les bandes bleues en fait elles encadrent les bandes roses, Ouais. ce qui Est-ce que c'est reproduirait pas... ouais. l'hierarchie C'est des ça. garçons sur les filles, et en plus après sur les non-binaires. Puis à l'opposé, tu as les gens qui trouvent que il est efficace parce qu'on comprend tout de suite. Maintenant, en fait, il a été très publicisé, on va dire. Ouais. Donc c'est vrai que n'importe qui Mais il date reconnaît... peut-être de 98 je crois. Ok, ouais, donc ça Il fait date quand de même 99. un petit moment Ça qu'il fait un est... petit moment dans qu'il le scope, existe. ouais. Le scope, ça fait partie des premiers drapeaux qui ont été vraiment faits à l'ancienne, avant l'arrivée des internets. Donc il y en a qui trouvent qu'il est efficace. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qu'on veut? Être reconnu efficacement ou faire des guéguerres un peu sémiotico-politiques en interne? Les deux sont possibles. Et il y a des gens qui le trouvent juste joli. C'est des couleurs pastel, assez douces, et il est joli, il trouve qu'il n'est pas agressif. C'est vrai. Voilà, qu'il est bien. Et puis donc à l'opposé, dans les gens qui trouvent qu'il n'est pas assez agressif
et pense que la revendication politique n'est pas s'affirmer. c'est un combat, et donc Ouais. il n'y a pas de raison de vouloir voilà, lui mettre un petit bonnet de laine rose bleu, quoi. Parce que c'est vrai, parce que quand j'ai consulté le livre, j'ai vu on en parlera sûrement tout à l'heure, le drapeau Butch, lesbienne Butch, où t'as comment on dit, une hache, tu sais, c'est violet. Celui-là, c'est pas le drapeau Butch, c'est un des drapeaux lesbiens. Un des drapeaux lesbiens avec une hache Ouais. entourée de violet. C'est vrai que là, c'est plus. Le message envoyé est plus Vindicatif, allant en guerre que belligérant. Que c'est vrai, c'est mignon, quoi. T'as raison, c'est des couleurs layettes, donc c'est mignon. Donc c'est efficace, mais en même temps, le mignon, c'est une manière de s'immiscer Et de pas dans les paraître. espaces. Oui, c'est ça, et de pas paraître C'est un peu- menaçant, ouais, on va cheval de dire. Troie. C'est ça, c'est une façon clairement. comme une autre de se bien positionner dans le débat aussi. Hein. Ah ouais, ce sont des. Mais voilà, donc, mais en tout cas, c'est pas un drapeau qui fait l'unanimité. Il y a des discussions, ils sont toutes valables. Ouais. Ils sont toutes valables. Ouais. Donc ils étaient 16% des personnes qui répondaient sur le drapeau trans à le critiquer de manière négative. Ok, quand même. Ok. Ouais. Donc il fait pas forcément. L'unanimité. Non, et c'était pas le seul, hein, d'ailleurs, il y en a eu d'autres avant, il y a eu d'autres versions, dont un tout violet. Ah oui, c'est vrai. Avec un dégradé du violet, rose du vers rose le magenta bleu avec un dégradé, au ouais. bleu cyan, ouais, Ouais. qui a pas marché. Ok. Ouais. Et moi, je me suis posé une question au tout début de ton livre quand j'ai vu pourquoi un drapeau? Parce que drapeau, c'est une nation. Est-ce que c'est avec l'ambition de faire état, non, mais faire communauté? C'est quoi la symbolique de se créer un drapeau et un emblème, un étendard? Bah, le drapeau, c'est facile à faire. Ok. Bon, oui, déjà, c'est. Voilà. Là, déjà, c'est une bonne raison. Les drapeaux arc-en-ciel, les deux premiers, c'était pour mettre sur deux mâts qui étaient sur la place, et où d'habitude on mettait des drapeaux. Ok. Donc il y avait déjà un truc. Alors même en termes de très artisanal, on peut trouver du tissu blanc, le teindre, on découpe des bandes et on a juste à faire un point droit sur la machine. C'est ça. Et on peut même le faire à la main, c'est facile. Et après qu'on est passé au numérique, c'est encore plus facile. Enfin, sur Paint, tu ouvres ton machin, tu mets 3 cases, et tu prends la pipette, tu remplis le pot de peinture qu'on avait sur Paint. Ouais. Et du coup, c'est assez facile. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça que ça a été investi. Oui, en effet, on peut critiquer l'emploi de reprendre les drapeaux des États-nations, qui sont les premiers oppresseurs, tant pour les personnes trans que... mais c'est facile. Oui. C'est facile. Mais même dans l'architecture, parce que moi, au final, on a un schéma assez pratique qui revient assez souvent. C'est soit 3 bandes verticales bleu-blanc sur le mode du drapeau français, bleu-blanc-rouge. Donc 3 bandes. Il y en a qui sont sur la mode plutôt du drapeau néerlandais ou luxembourgeois, c'est-à-dire 3 bandes horizontales. C'est ça. Ensuite, il y a une variante avec 4 bandes horizontales. Ouais. C'est le cas du drapeau non binaire. On a des 5 bandes. Oui. Et on a des 7 bandes en général. Mais généralement qui après sont simplifiées en 5 bandes. C'est ça. Donc c'est à peu près les seules choses qu'on a. Alors qu'on pourrait penser juste de faire des zigzags à l'intérieur, de faire des taches, de faire des ronds. T'en mets des exemples dans ton livre avec des logos même, enfin des logos à l'intérieur. Des visuels à l'intérieur. Et puis on pourrait faire des drapeaux de format carré, de format triangle, de format comme le drapeau du Népal avec de double triangle. C'est ça. Mais c'est pas forcément ce qu'on a choisi. Il y a le designer là, Fabien Capello, qui avait proposé un drapeau où on retrouve une. Ah oui, je le mettrai, il est très beau, hein. Je le mettrai en photo avec un cœur. Plus de 20 bandes, avec des trucs en diagonale qui reprennent le drapeau trans et le drapeau palestinien et un cœur. Ouais. Donc il y a le drapeau gender fluid aussi qui fait des bandes, mais en forme de vague, parce que c'est fluide. Ok, oui. C'est ça. Voilà. Donc il y a des choses fun qui peuvent se faire. Mais oui, on peut reposer la question de pourquoi choisir les emblèmes des États-nations. Et tous les genres, il y a un genre qui a mené la danse dans le choix d'un étendard, tu dirais, ou c'est arrivé, c'est un mouvement moderne quand on a eu Paint? Il y avait, alors dans les emblèmes anciens, on avait l'œillet vert, on avait des trucs un peu plus discrets, on avait des fleurs. C'était le langage des fleurs 19e siècle, donc tu avais l'œillet vert d'Oscar Wilde. Ok, oui. Voilà, qui est un emblème des invertis. Des invertis. L'ancien nom des PD. D'accord, ok. On pensait vraiment qu'ils avaient un peu une âme de femme prisonnière dans un truc, et c'est pour ça qu'ils aimaient les hommes. D'accord. Il y avait un peu une idée de corriger le schéma. Et puis la violette chez les lesbiennes.
Ok, oui. Donc voilà, qu'on pourrait retrouver dans la peinture ou porter aussi en boutonnière ou dans les cheveux ou autre. Ouais. Et les premiers drapeaux, ça va être vraiment chez les suffragettes, les Oui. féministes. Donc on Voilà. parlera un petit Après, peu plus tard, ouais. et sinon, je pense que le drapeau arc-en-ciel a, Ah, ça a ouais, lancé la voie. ouais, je pense que ça a lancé la Allons-y, voie. Il date de 78, Ok, ouais. avec ses différentes rénovations en 78 et 79. Le prochain drapeau après, ça va être le drapeau bisexuel en 98, donc 20 ans après. Puis Et le ensuite, drapeau ça a trans ouvert en la 99. Et après, il y a vraiment la vague Internet, avec Tumblr. Qu'il a- Et la plupart des drapeaux qu'on connaît aujourd'hui viennent de Tumblr ou DeviantArt. Ok, d'accord. Et quand on avance dans ton livre, tu vas parler d'un sujet, ça t'a surpris que je l'ai. Ouais, que tu as sélectionné. Voilà. Ouais. C'est vers l'infini et au-delà, en parlant du genre. Et on parle des xénogenres. Donc les xénogenres, en fait, moi, ça m'a tilté dans ma tête parce qu'il y a certains humoristes voilà, français que tu suis et qui se moquent, en fait, de ces personnes qui se disent xénogenres. Donc toi, tu cites les identités comme le bunny genre ou l'angélo-genre, qui ont, ma foi, en plus des étendards qui sont pas piqués qui sont pas mal, voilà, c'est sympa. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les xénogenres déjà? Des xénogenres sont des personnes qui s'identifient, qui se reconnaissent dans ce concept de genre. Ouais. Ils ne sont pas à genre, mais ils ne trouvent pas les mots pour le décrire dans le vocabulaire qui nous est présent actuellement. Okay. Donc ils vont employer des métaphores et des comparaisons. Ouais. Et ils vont essayer de décrire leur identité de genre de cette manière. Donc pour le bunny genre, donc le genre lapin, ils vont se dire oui, je me sens très actif, très sautillant comme un lapin, mais en même temps je suis très effrayé par ce qui se passe. C'est ça, je ne me sens pas être un lapin. Non. Voilà, parce que souvent c'est quand c'est par les humoristes, c'est tourné dans le sens je me sens une cafetière, un truc comme ça, alors que c'est pas ça en fait. En plus on a la vague des terriens, là, notamment en Espagne, qui est encore autre chose, qui eux s'identifient plutôt à un animal totem plutôt qu'un animal en tant que tel. D'accord. Ouais, c'est deux choix. Donc eux, c'est juste, je ne sais pas. D'ailleurs, on a par exemple le genre feu. Donc je suppose que c'est des gens qui se sentent bouillonnants, plein d'entrain. Voilà, c'est ça. Et au contraire, tu auras le genre glace. Il y en a qui vont s'identifier aussi à des personnages de fiction. T'en as pas mal dans Star Wars ou Star Trek. T'as des genres lune. Donc voilà, c'est un peu ça, l'idée. Et puis, donc il faut remettre le contexte, on est vraiment sur Tumblr où il y a eu vraiment une vague dans les années 2010, Tumblr et DeviantArt, il y a eu une mode de créer des drapeaux. Ouais. Hein, le drapeau non-binaire vient de là, le drapeau à-genre, le drapeau aromantique, ils viennent tous de Tumblr et de DeviantArt, et peut-être d'autres plateformes, mais c'est les deux plateformes principales. Et sur Internet, on a une pratique qu'on appelle le troll. Oui. Et donc je pense que c'est clairement du troll, c'est une espèce de méta-ironie numérique, et les gens se sont mis à créer un peu des drapeaux, et puis ces drapeaux sont faits aussi par des personnes natives d'internet, donc qui devaient avoir peut-être même pas la majorité, et qui étaient dans des errances identitaires comme on l'a tous été, et internet permet plus facilement de faire communauté à l'international. Donc beaucoup de personnes, je pense, ont créé aussi des drapeaux un peu pour elles-mêmes. Et puis après il y a eu ce trollage avec la multiplication, donc à tel point, donc dans mon livre j'ai aussi le nuit boba magique, donc ce serait des personnes qui s'identifieraient à un bobati au matcha de nuit. Voilà. Donc il y a un peu vraiment le vaste programme qui va là-dedans. Non mais tu vois le troll, mais est-ce que t'as des xénogenres sérieux? Oui, sérieux, oui, bien sûr. Oui, il y en a. D'accord, ouais. Oui, il y en a. Okay. Mais il doit y en avoir aussi qui sont seuls dans leur catégorie. Oui. Et en fait, ils ont repris le vocabulaire des identités de genre et ils l'ont poussé à son maximum. Ouais. Moi, je parle d'un accélérationnisme du genre, c'est d'essayer un peu de pousser la machine au plus loin, que ce soit de manière sérieuse ou ironique. Finalement, c'est pas très grave, c'est fait. Ouais. Voilà. Mais moi, je pense pas qu'ils se rendent compte forcément qu'ils sont dans une démarche d'accélérationnisme du genre. Mais quand on y réfléchit, si maintenant je demande à une femme, vas-y, donc comment tu décrirais ton identité de genre? Généralement ça va tourner un peu un truc un peu tautologique, c'est-à-dire je me sens comme une femme. Ok, mais c'est quoi être une femme? Tu sais, c'est... et on va me trouver des comparaisons. Ouais. Donc à la fin, finalement... Est-ce que c'est... Ah oui, mais je comprends, le bug, finalement, il est peut-être du postulat de départ de ces deux catégories qui, en fait, ne sont définissables que parce qu'elles sont. Être un homme, c'est se sentir homme. Se sentir homme, c'est agir comme un homme et se sentir comme un homme. Donc en fait, il y a une espèce de truc dans lequel on ne peut pas sortir.
Et donc, moi je trouve que c'est intéressant parce qu'ils remettent en question peut-être le postulat de Ouais. départ, c'est est-ce que les identités de genre finalement c'est quelque chose qui existe réellement et qui Hmm. avait raison d'exister. Est-ce que tu penserais que c'est un phénomène important, le xénogenrisme, Non. ou c'est en fait parce qu'on en a fait un truc sous le feu des projecteurs, parce qu'on s'en est moqué en On fait? s'en est moqué, et puis une espèce de panique morale qu'on veut à tout prix caser sur les personnes queer, c'est dans le parapluie. Non, je pense que moi je pense que c'est quelques milliers d'adolescents Ouais. dans le monde. Aujourd'hui, il y en a certains peut-être qui sont vraiment dans ces dynamiques-là, mais comme pour les terriens en ce moment, donc Et c'est des xénogenres les non, pas. les xénogenres, c'est vraiment identité de genre D'accord. haute, ça ne regroupe pas que les animaux. D'accord. Les terriens, eux, ils ont vraiment. Les terriens, on serait dans de l'ordre de l'identité. D'accord, ok. Vraiment à part, c'est vraiment un groupe à part. D'accord. Xénogenre, c'est autre chose, c'est vraiment identité de genre. Ça D'accord. appartient au parapluie des non-binaires. Ok. Donc ensuite, dans ton livre, tu parles des féminismes. Et là, et là, le rose. Est-ce qu'il trouve sa place chez les féministes ou pas? Pas chez les suffragettes. Non, les suffragettes. C'est elle un peu où ça part, non, Non, il y Non. avait d'autres groupes. Hein, les suffragettes, c'était un groupe minoritaire, hein, plutôt D'accord. dans les mouvements suffragistes. Ouais. Alors suffragiste pour avoir le droit de vote, voilà, pour Pour les avoir le droit de auditeurs. vote, Voilà. c'est le terme qu'on emploie. Et les suffragettes, en fait, sont des suffragistes. Ok. C'est juste qu'il y a un journaliste qui a voulu les ridiculiser en ajoutant ce Ah, le petit suffixe et. Ah oui, bah oui. comme maison, maisonnette. Ouais, Et voilà. elle faisait déjà ce qu'on appelle l'antiparastase. Elles se sont récupérées l'insulte Ok. et sont devenues les suffragettes. Donc les suffragettes, c'est le surnom qui était une insulte à la base de la Women's Social and Political Union, abrégé donc en WSPU. C'est un des groupes, mais Ok. c'est pas le groupe massif. Le plus gros des groupes, c'était la plus grosse association féministe, enfin regroupement féministe en Grande-Bretagne, c'était la National Union of Women's Suffrage Societies, abrégé en NUWSS. Ok. Donc c'était vraiment ça, puis il y en avait eu d'autres, hein. Il y en avait aussi aux États-Unis. Mais les suffragettes, elles sont particulières. Elles, c'était le bras armé du féminisme, car elles n'hésitaient pas à cracher à la gueule des flics et à poser des bombes. Ah bah et à il y a faire la du fameuse jujitsu. Emily. Non. Oui, celle qui est morte. Oui, qui s'est jetée pendant le derby, enfin une grande course en Angleterre, qui s'est jetée sous les pattes d'un cheval pour porter une. Elle voulait mettre une revendication. écharpe C'est ça. de suffragettes avec Ouais. leur emblème. Puis a priori, donc on peut dire a posteriori qu'elle a, elle a mal évalué la distance. Voilà, c'est ça. Et donc elle est morte, ça. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on a retenu le violet aujourd'hui comme couleur des Ouais. féminismes, parce qu'elles n'avaient pas le poids du nombre. Ok. Donc les couleurs de la NUWSS c'était rouge, blanc, vert. Ok, oui. D'accord. Les suffragettes, donc c'était violet, blanc, vert. Violet, c'était en lien avec la royauté. D'accord, oui. Le blanc, c'est la pureté militante et aussi pureté à la maison. Les suffragettes utilisaient la mode un peu pour pas faire peur aux hommes. Oui, c'est ça. Et puis c'était facile, j'imagine, d'avoir du linge blanc Ça a à joué beaucoup. disposition. Ouais, Ça c'est a ça. joué beaucoup. Et le vert, c'était pour le printemps et l'espoir. Ok. Oui, c'est un peu arbitraire. Ouais. Le but, c'était juste de pas avoir les mêmes couleurs que les autres. Ouais, d'accord. Et puis D'accord. pour se distinguer, ouais. Se distinguer. Mais là, elles ont été bonnes donc de plusieurs manières. Donc déjà, elles ont marqué la presse, elles ont marqué les médias parce qu'elles étaient violentes. Deuxièmement, c'était très bonne en merchandising. Donc elles créaient tout dans leurs couleurs. Ok. Tu pouvais acheter une serviette, des gants, des vases, tout, enfin des couverts, des assiettes, Des etc. marketeuses, quoi. Trop fortes. Trop fortes. Trop fortes. Les badges, les pins, les écharpes, les accessoires, les bracelets. Elles sont trop fortes. Donc elles ont réussi un peu à faire un espèce de soft power, avec leurs couleurs étaient partout. Et je pense que ce qui a bénéficié aussi à leur postérité, c'est cette mort de Emily Davidson. Oui, Emily Davidson, je crois, ouais. Emily Davidson, parce qu'à la suite de ça, il y a eu une marche funèbre, Une marche blanche, quoi. Enfin, ce qu'on Une appelle une marche marche blanche, blanche, du en coup, hommage voilà, à quand en quelqu'un fait. meurt et tout ça, ouais. Donc là, on fait mage à Emily. En fémage, pardon, oui, c'est vrai. Désolé, hommage. Je crois qu'il faut dire famage, même. Ok, d'accord. Pour garder l'homonymie avec Ouais. l'homophonie avec femme. Et là, c'était pas une marche blanche, c'était une marche violette, blanc et vert. Donc du coup, on a eu, par contre, par sororité, on a eu toutes les féministes, mais qui ont marché aux couleurs des suffragettes. Et je pense que c'est ce qui a marqué, qui a aussi participé à la postérité de cet emblème, plutôt que les autres.
Ouais. dont celui de la NUWSS, qui pourtant était majoritaire. D'accord, ok. Et le rose, il a été question ou non, il a été rejeté ou ça a été... Alors, il y a un drapeau rose Ok. pendant les périodes suffragistes, il est noir, blanc, rose, Noir, et blanc, rose, ok. c'est un drapeau anti-suffragiste. D'accord, D'accord. ok. Donc rien à voir. Rien à voir. Et le rose n'avait pas encore sa symbolique Donc de ça féminité symbolique, de donc l'époque. dans tous les cas... Si tu veux aller au rose féministe, donc il faut retracer un peu. Donc il y a eu cette première vague qui était pour le droit de vote. Ensuite, on a eu une deuxième vague féministe. Donc, quand je dis vague, c'est des points de culmination, Oui, bien mais sûr. le féminisme ne meurt pas entre les deux, Oui, au non, non. contraire. C'est juste qu'il y a des grands... Des... Voilà, Des la mer voilà, est toujours là, mais le Ouais, c'est tsunami, on a un peu des dates Ouais, clés. c'est ça. Donc le deuxième tsunami féministe, c'est dans les années 60-70 Ouais. pour l'obtention de la contraception et de l'avortement libre et gratuit. Mhm. Là, l'emblème, même du MLF en France, etc., donc plutôt en France, d'ailleurs plutôt en Europe, pas tant aux États-Unis, ça va être le violet. Ouais. Le violet qui va être pris pour deux raisons. Une raison historique, donc cet écho au violet des suffragettes. Alors pourquoi le violet plutôt que le blanc ou le vert? Bon, c'est que le blanc c'est une couleur un peu neutre, le vert c'est déjà associé à des luttes écologistes, Ouais. et puis surtout ce symbole des suffragettes, violet, blanc, vert, ça a été vu a posteriori comme un message cryptographique. Donc en anglais ça donne Green, White, Violet, Give Women Vote, ce qui était le slogan des suffragistes. Ok, d'accord. Et vote, c'était le plus intéressant, le plus important, donc le violet a un peu sorti du lot. Et puis le blanc était partagé par les autres groupes, et le vert aussi certainement, mais le vert aussi était partagé par d'autres trucs. Le violet était vraiment le truc un peu identifié des suffragettes. Voilà, c'est ça, ouais. Mais donc un peu par histoire, les mouvements des années 70 l'ont récupéré, mais ils ont y ajouté une deuxième couche sémiotique. Donc là on est dans la période où le bleu et le rose du marketing est là. Arrive et fait... Et le violet c'est le mélange des deux, donc ça représentait un peu un dépassement de cette binarité du genre, et une manière de tendre vers la dite égalité des sexes. Ouais. Donc on a retrouvé un peu... C'est pas une façon aussi de valider l'existence du bleu et du rose, parce que mine de rien tu prends leur mais mélange, donc c'est un peu... mais de toute façon il y a un truc un peu aporétique, tu ne peux pas sortir, tu valides toujours quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais en même temps tu peux pas parler en dehors de la grammaire... Tu sais, c'est comme le langage, au bout d'un moment, tu es obligé d'employer les mots qui sont à notre disposition. Parce que sinon personne ne recevrait ton message. Voilà. Bref. Même pour les détruire de l'intérieur, il faut les utiliser. À un moment, c'est assez difficile de faire de l'extérieur. Et le rose apparaît plus tard, plutôt dans les années... à partir des années 90, dans ce qu'on va appeler le post-féminisme, donc toute une période où on considère que c'est bon, les droits des femmes, c'est acquis... Oui. Donc voilà, et aussi on arrive à la troisième vague féministe qui est la vague queer, et qui est celle intersectionnelle, donc qui va essayer d'un peu de croiser les dynamiques de race, de classe, de genre, et de voir qu'il y a des dynamiques qui sont un peu, pas qui se cumulent forcément, mais qui sont synergiques. Et qui vont aussi un peu pousser la question d'individualité. C'est-à-dire que c'est moins des mouvements collectifs que des mouvements d'individus qui essayent de faire groupe. Et donc il va y avoir tout un discours sur, les féministes des années 70, elles étaient un peu... elles aimaient pas trop la féminité, et c'est vrai. Elles considéraient la féminité comme une oppression, donc il fallait lutter contre la féminité. D'accord. Ce qui a été interprété dans les années 90 comme « oh, elles aiment pas la féminité ». Elles aiment pas les femmes féminines. Alors que ça n'avait rien à voir, le sujet était plus systémique. C'est plutôt la façon dont on attendrait de nous d'être perçus qui est rejetée, non ? C'était vraiment la féminité au sens systémique. C'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est ce qu'on impose aux femmes d'être ce qu'elles devraient être dans la vision des hommes, dans ce qu'elles devraient symboliser. Voilà. Mais ils interprétaient ça du genre ah ouais, donc si t'es un peu une girly, on veut pas de toi, quoi. T'es une victime. Alors qu'en réalité, on en avait des meufs en talons. Les années 70-60 qui étaient des féministes, et c'était pas... Il y en avait en talons, des blondes décolorées, ça existait déjà. Mais là, il y avait un peu une espèce de revendication de la féminité, du genre on peut être féminine et puissante, c'est pas la peine de lutter contre la féminité. C'est ça. Donc ça déplaçait un peu le discours quand même du collectif à l'individuel. Et donc oui, on va avoir, à partir de là, on va avoir des revendications
de féminité queer, tout ce qui va être les bimbos aussi, qui arrivent plus tard quand même dans les années 90, le girl power des Spice Girls, C'est vrai. et ses déclinaisons après. Puis moi j'avais un peu fait une étude un peu icono sur les bouquins. Les bouquins qui parlent de post-féminisme ont une couverture rose pour la plupart, ou des talons, ou un truc féminin. Ça se répercute aussi dans la fiction, dans les séries. Dans Mean Girls, tu vas retrouver les... voilà. Donc dans Buffy c'est un cas à part. Buffy est un chef-d'œuvre. Buffy. J'étais dévastée par l'annulation du reboot. Ah là là. Same. Dans Les Blondes. Oui, oh waouh, oui. Avec elle. Attends. Elle Wood, ouais. Elle qui est donc... l'avocate jouée par Reese Witherspoon, qui est habillée tout en rose et qui est vraiment pour une cruche. Et en fin de compte, elle fait une énorme université et elle s'en sort dans ses procès. Oui, mais elle s'en sort pas, surtout parce qu'elle venait d'une famille qui avait le fric de la faire rentrer aussi dans l'université. Aussi. Paris Hilton aussi, j'avais analysé Paris Hilton et son pouvoir, que j'avais comparé avec celui de Madame Pompadour. Elles ont en commun d'être toutes les deux des héritières, toutes les deux kiffaient le rose, et de toutes les deux elles vont utiliser leur apparence et leur maîtrise des arts, du maquillage, de la mode, comme soft power. Et qu'on en dise ou pas, bon, maintenant on le sait, mais Paris Hilton, même si elle avait joué la dumb blonde pendant très longtemps, quand tu es une milliardaire, on est bien d'accord qu'elle était dans les meilleures écoles du monde. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas du tout con. Elle n'est pas du tout con, mais le pouvoir donné par le rose, finalement, en fait, il est toujours... c'est la forme que ça prend. En réalité, le pouvoir, il vient rarement du rose féminin, il vient du vert, du dollar derrière. Ouais, c'est ça. Ah bah le vert, justement, parlons-en, parce que j'ai bien aimé dans ton chapitre pour les féministes, tu parles aussi de ce qui se fait à l'étranger, et notamment avec les présences du vert, la reprise du vert par les mouvements féministes en Amérique latine, avec associé au orange aussi. Plus le orange dans la revendication et le vert dans le féminisme, ou les deux couleurs se sont mélangées pour... Il y a deux choses avec le orange. Le orange, c'est la couleur du féminisme, en tout cas de la lutte pour l'avortement, etc. Ouais, c'est ça. Okay. En Uruguay. Okay, ils ont choisi le orange. Alors, c'est pas très clair sur pourquoi ils ont choisi le orange. Mais non, ils ont la mano que vota, donc la main qui vote, c'est leur symbole, qui est orange. Et je pense qu'elles l'ont choisi principalement parce que Alors, le orange, c'est une couleur qui est peu investie en politique. D'accord. Il y a le vert des écolos, le rose des partis de gauche, le rouge des partis communistes, le bleu c'est plutôt les partis de droite, conservateurs. Le noir c'est pas très porteur en politique, le blanc c'est pas très porteur non plus, voilà. Et il reste, en fait, comme le peu de couleurs qui reste, il reste le jaune, mais le parti animaliste est jaune. Ah oui, d'accord, ok, je savais pas. Le orange, moi j'ai passé 10 ans de ma vie au Canada, donc le nouveau parti démocratique qui est centre. En fait, l'orange c'est le parti des outsiders qui vont prendre le parti de Florian Philippot, l'ancien FN qui est maintenant les Patriotes et Orange. Pareil, le parti d'Orban. En fait, ceux qui veulent sortir un peu du lot, il reste pas beaucoup de couleurs encore disponibles. Il y a le violet qui est féministe, et là ils ont choisi l'orange. Ok, bon. Donc voilà. Et ensuite en Amérique, c'était en Argentine. Donc ils ont choisi en 97 le vert. Mais en fait ils l'ont choisi à la base ils voulaient juste c'est un groupement féministe qui faisait des congrès, et une année ils ont dit ah bah tiens ça serait bien qu'on fasse un emblème. Et ils avaient choisi le foulard. Voilà, le foulard qui fait référence à une autre chose, au maire de la place de Mai. Il y a eu des enlèvements d'enfants. Voilà, c'est ça. Les mères dans le sens des mamans. Les mamans. Voilà, c'est ça, de la place de Mai, Et donc voilà, il y avait déjà un peu cet emblème-là qu'ils voulaient reprendre, qui avait déjà une existence politique. Et à la base, elles voulaient du violet. Mais donc elles ont pas un budget énorme, comme tous les mouvements politiques féministes. Et en fait elles sont allées un peu, c'est un peu comme les Halles Saint-Pierre à Paris, elles sont allées au coupon, elles ont allé acheter du tissu pas cher. Voilà, il n'y avait pas de violet, donc elles se sont rabattues sur une autre couleur qui est le vert, et paf, ça fait le foulard vert en Amérique latine, qui après a été repris beaucoup dans les luttes, notamment pour l'avortement, et ensuite sur les luttes contre les féminicides. Qui sont assez grands. Donc c'est argentin à la base, c'est très vite diffusé en Amérique latine, et ça a été aussi importé en Europe. Et aux États-Unis aussi, il y a eu un événement où un mec a été roulé sur un pont, un long ruban de tissu vert.
Et en France aussi, on a eu un moment, il y a 2-3 ans, je Oui, crois, il y a eu tout des... un mouvement qui avait mis des foulards verts à des statues dans l'espace public. Ok, ouais. Et il n'y avait pas la double lecture écolo, parce que c'est vrai, t'en parlais tout à l'heure, que c'est vrai que le vert, Oui, c'est ça très s'associe à très l'écolo. écolo. Donc non, elle, vraiment de base, c'est une erreur, et ça revient C'est une souvent, question d'argent, économique, de à la taux base, c'est ça. économique et de pouvoir protester, Oui, d'avoir une ouais. représentation à moindre Alors, coût pour que tout le monde après, puisse. elles t'ont associé ça, elles t'ont calqué une espèce de truc, oui, c'est la couleur de la vie, Oui, voilà. Mais ça, sinon, c'est venu après, oui, pour un c'est ça. peu légitimer un peu le Le truc. choix de, de la couleur, ouais. Et à l'opposé, il y a un autre mouvement donc, qui s'appelle, c'est un mouvement pro-vie, Ok. dont le slogan c'est sauvons les deux vies, donc celle de la maman et celle du fœtus. Donc il y a un mouvement anti-avortement, Ouais. c'est toujours un peu bizarre le mouvement pro-vie Ouais. comme terme, je pense que c'était choisi, voilà. Qui eux aussi ont choisi un foulard, eux ils ont choisi un foulard bleu. Bleu, ok. Bleu comme la Vierge, Ah, bah qui oui, protège les Mariale, enfants, ouais, la couleur Mariale, ok. voilà, Ouais, qui est plutôt d'accord. bleu ciel. Ok. Et qui cherche juste à semer la confusion un peu, parce que ça va être deux foulards et les gens vont plus savoir. Et en plus ça s'appelle Provi, donc Provi, donc c'est cool. Ouais, non, ouais, non. Donc vous entendez Provi, les gars, partez de l'autre côté. C'est ça. Allez, on retourne et on va voir ailleurs si on y est. Ok. Et donc du coup on en parlait et je pense que je t'ai déjà posé la question tout à l'heure de ces femmes qui sont quand même beaucoup derrière la représentation, l'utilisation des couleurs. Et donc en suivant voilà, la suite logique dans ton livre, tu as tout un chapitre qui s'appelle Bravo les lesbiennes. Et c'est vrai que moi j'avais cru comprendre que les femmes avaient quand même lancé beaucoup de combats en se dotant d'une représentation. On a vrai, on a faux, on a... Et c'est là où ça me menait aussi à la question, qu'est-ce qui est venu avant, des étendards de genre ou des étendards de sexualité En vrai, les féministes, et après c'est le rapport C'est arc-en-ciel. ça, ok, donc c'est... Alors, le titre Bravo les lesbiennes. Alors, tous mes titres sont très rigolos, hein, ça Oui, vient de là. oui, donc, c'est très bien. donc J'aime beaucoup d'ailleurs ceux-là, ces drapeaux dans les Oui. dégradés de orange, les dégradés de rose, je les trouve... donc Bravo les lesbiennes, c'est une référence à ce qui est devenu un peu un mème sur les internets. On dit toujours Bravo les lesbiennes, notamment pour leur place pendant la lutte contre le sida. Mais moi Ouais. j'ai repris parce que tous mes titres sont un peu rigolos. Enfin, t'avais Voir la vie en rose ou pas. Oui. Quand je marque Vers l'infini et au-delà au-delà, du oui, genre, avec c'est une Xénophon, référence ouais, bien c'est sûr ça. Bien sûr, à Toy ouais. Story. Oui. Triangulation noire, tu vois, c'est en référence à la trigonométrie. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Donc, les lesbiennes, elles ont eu un emblème qui est la violette, et donc aussi le violet, Oui, c'est ce que dès la tu fin disais, du ouais. 19e siècle, via René Vivien, qui était un peu la version violette et féminine de moi, qui adorait la violette, qui écrivait à l'encre violette, Ah oui. dont le papier à lettres avait aussi un en-tête imprimé Est-ce de que violette. tu écris à l'encre rose? J'essaye. En fait, Ok. depuis que j'ai découvert René Vivien, je me suis dit quand même qu'il y avait plus radical et que je Ok. pouvais faire. Après, en termes de lisibilité, c'est pas le. Voilà. Tu t'achètes Le contraste n'est pas le il faut meilleur. que tu prennes un papier Plus. d'une couleur plus plus foncé. soutenue, voilà, c'est ça. Voilà. Là, Mais après, ça- il y a les questions matérielles et économiques qui vont se poser en question. Bien sûr. Bien sûr. Donc le violet, il a vraiment cette existence-là au 19e siècle. Ouais. Alors est-ce que c'est les femmes ou les hommes d'abord En fait, je pense que l'œillet vert arrive un peu avant la violette, ou c'est à peu près entre les deux. Pour moi, je suis pas à la course à la compète, mais en tout cas, les femmes sont présentes, et cette violette et le violet a une présence beaucoup plus longue dans le temps, Ok. vu que ça, c'est encore valable aujourd'hui, que le vert des invertis qui a disparu depuis. Donc, je sais pas qui est arrivé avant, mais en tout cas, il y en a un qui est resté et pas l'autre. C'est ça. C'est ce qu'on peut retenir. C'est cette démonstration, du coup. Et ensuite, il y a eu des drapeaux lesbiens. Il y en a eu plusieurs. Ouais. Alors, que les lesbiennes aient voulu un drapeau, ça ne m'étonne pas. Donc, sur l'enquête que j'ai faite, alors la manière de se présenter, c'est en gros, je présentais différents drapeaux, et à chaque fois, je demandais deux choses. Enfin, trois choses. Est-ce que vous connaissiez ou pas ce drapeau? Ok, ouais. À votre avis, à quoi correspondent les couleurs? Ok. Donc, du Ah coup, oui. la première question c'était, à votre avis, à quel groupe Ok. catégorie appartient? représente, ouais. Donc il y avait une liste assez grande, donc il y avait des trucs, il y avait les LGBT, les queers, ça se répétait souvent un peu les trucs pour qu'ils, si jamais les gens n'avaient pas le vocabulaire. Puis c'était un questionnaire qui était pédagogique, après je Ouais. leur expliquais, ah ben non, c'est le drapeau de tel machin, Ok. machin. Et après je demandais aussi, maintenant que vous sachez à quoi ça Ça correspond, correspond, ouais. qu'est-ce que vous imaginez sur les couleurs?
Donc il en est ressorti déjà une chose, c'est que même les gens queer ne comprennent pas les couleurs. Connaissent pas les couleurs. Arrivent à repérer les drapeaux, Ouais. mais pas forcément à comprendre d'où viennent les couleurs. D'accord. Donc ce n'est pas très grave de ne pas connaître les couleurs, mais j'ai fait le travail. Et la galère, les voilà. Et sur le drapeau arc-en-ciel, c'était intéressant parce que les gens arrivaient pour le drapeau arc-en-ciel. Donc tout le monde arrive à identifier Ouais. gay, les gens rajoutaient les trans, Ouais. les bi, peut-être même les non-binaires. Le taux de personnes qui associaient le drapeau arc-en-ciel aux lesbiennes est de 0%. Ok. Faut pas partie de... Ben, les gens ne l'associent pas. Donc il y a peut-être deux choses là-dedans. C'est depuis il y a eu l'apparition des drapeaux lesbiens, et peut-être que les gens ont cru que ce drapeau lesbien il existait depuis le départ et que les lesbiennes étaient à part. Bon, je pense que les lesbiennes sont invisibilisées dans ce drapeau parce qu'elles sont invisibilisées partout. Alors, attention, peut-être que je suis sur un terrain glissant, mais Ouais. j'y pensais la dernière fois. Tu vois, deux femmes qui s'aiment. J'ai l'impression que dans notre société, c'est moins gênant, plus un sujet, tu sais, de fantasme, de consommation Pornographique, hein. porno, que deux mecs qu'on va voir s'embrasser. Donc, est-ce que Ouais. le lesbianisme, c'est vraiment si... c'est considéré... C'est pas menaçant, c'est deux femmes. Voilà, c'est ça, c'est pas menaçant. à l'ordre C'est du exactement genre, et ça. puis il va y avoir aussi ce truc, on peut les remettre dans le droit chemin. C'est ce qu'on faisait dans les camps de Bien concentration, sûr. et c'est ce qui se fait encore en France aussi, des viols correctifs. De toute façon, si les lesbiennes elles sont lesbiennes, c'est parce qu'elles n'ont jamais rencontré la bonne bite, apparemment. Voilà. Donc il y a un peu cet imaginaire-là. Et en plus, les hommes, ils incarnent le pouvoir. Donc un homme qui est traître à l'hétérosexualité politique, c'est plus Ouais. gênant, il affaiblit le pouvoir. Des lesbiennes, elles Oh, affaiblissent. ça dépend parce que celui qui pénètre, c'est moins pire que C'est celui qui moins est pénétré, pire. tu vois. C'est moins pire, mais à choisir, Oui, ça bah serait vaut mieux qu'il n'y mieux, ait pas de oui. PD, quoi. Ouais, ça vaut mieux quand même, quoi, mais bon. Et deux femmes qui s'aiment, bon, Oui, bon, oh, ça va, oui, ouais. ça va leur Bon. passer. Un Et truc, puis surtout, oh, ça va affaiblir la catégorie de femmes. Voilà, dans l'idée, c'est pas si gênant. Ouais. Donc il y a un premier drapeau qui apparaît en 2000. Ouais. On peut le décrire, hein, c'est un drapeau qui est sous fond violet. À l'intérieur, on retrouve un triangle noir, pointe en bas. Et à l'intérieur de ce triangle noir, on retrouve une hache à deux têtes qu'on appelle un labris. Donc le violet, c'est une référence au violet que j'avais dit, la violette, Ouais, fin ouais. 19e siècle, et qui est aujourd'hui encore une couleur lesbienne, pas de souci là-dessus. Lesbienne et féministe. D'ailleurs, peut-être que le violet féministe vient des lesbiennes. Le triangle noir, c'est pendant la déportation Ok. de la Deuxième Guerre. Donc les PD, c'est des triangles roses. On a un ou deux cas de lesbiennes avec un triangle rose. Ok. Les lesbiennes étaient un peu dans la catégorie fourre-tout sous le triangle noir. Oui, les folles, les filles. Voilà, les asociaux, Asie, etc. Il y a eu beaucoup de triangles roses. Est-ce que tu as 10 000 personnes à peu 10 près. 000 personnes, ok. Ouais. Dans le triangle noir, mais elles avaient quand même, ils rajoutaient un petit addendum, il y avait le LL, lesbiche, libeux, Ok, donc d'accord. amour lesbien, Ok. et elles étaient violées et prostituées dans le truc. Donc il y avait quand même de l'homophobie, la lesbophobie quand même, Ouais. même si le triangle ne dessinait pas forcément. Donc c'est reconnu depuis quelques années, plusieurs années déjà maintenant, comme un symbole de mémoire, de commémoration. Ok. Parce qu'au bout d'un moment, les lesbiennes, elles en ont eu marre que le triangle rose ne symbolise que les hommes, Ouais, c'est finalement. Ils avaient le pouvoir statistique, mais aussi le pouvoir social. Mhm. Donc elles ont choisi leur leur emblème, Leur et il y a emblème, des ouais. monuments maintenant triangle noir. Ok. Et le labris, c'est l'arme des Amazones, Ouais. et Amazon qui est une grande figure Bien sûr. lesbienne, parce qu'elle vivait entre femmes, et elle tuait C'est leur les mari, enfants ouais, mâles c'est apparemment. ça. Donc voilà. Le problème de ce drapeau, il est souvent cité, mais il est peu employé finalement. Ouais. C'est un drapeau qui a été créé par un homme. Ok. C'était un journaliste, et il avait fait un numéro sur la Pride, Ok. et il voulait un truc un peu fun pour parler des différentes communautés. Il s'est dit, ah bah tiens, je vais faire des drapeaux. C'est de là que vient aussi le drapeau drag queen, il y a un drapeau cowboy. Oui, c'est ça, oui, le drapeau cowboy, c'est vrai. Voilà. Et c'est vraiment très restreint ce truc-là, donc les gens en parlent, mais ça n'a jamais vraiment été utilisé. Ouais. Ensuite, on a eu un premier drapeau qui est le drapeau des lesbiennes lipstick. Oui. Donc il est à 1, 2, 3, 4, 5, 7 bandes. C'est un dégradé du violet au rouge en passant par du rose. Avec un gros bisou en haut à gauche, une trace de baiser. Ok. Le problème de ce drapeau, c'est que la personne qui l'a Oui, faite c'est était ça. un peu raciste, qu'elle était aussi butchphobe, enfin elle n'aimait pas les lesbiennes masculines. Ah oui. C'était un peu comme les butch, c'est des lesbiennes qui Masculines, sont c'est masculines une et expression. lipstick, c'est C'était pour le féminine. rouge à lèvres, Ah, on les féminine. appelait, c'est femme.
Femme, ok. C'est femme butch, c'est un peu... Ok. c'est de l'expression de genre. D'accord. Ça pourrait s'employer pour un mec aussi. D'accord. Un mec femme, c'est une tarlouse, et un mec butch, c'est cuir moustache. D'accord. Et donc ce baiser, c'était pour représenter le maquillage et le côté femme. C'est un peu le même discours que les PD un peu homophobes qui disent non mais moi je me suis pas mis à aimer les hommes. Les PD un peu homophobes. Ouais, un peu beaucoup. Qui disent ah mais moi si j'aime Ah, les hommes, c'est pas pour avoir une folle qui ressemble à une femme. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à peu près la même chose. Elle disait moi La je suis pas folophobie. ouais, je suis pas lesbienne pour me taper un mec. Et en plus ce drapeau a été plagié sur un autre drapeau. Ah, en plus. Ouais, qui s'appelait le drapeau des fiertés Cougar, qui est un drapeau parodique d'une drag queen qui s'appelle Fausto Fernos. Ok. Et voilà, qui a incarné une drag queen Cougar et qui avait créé son propre emblème. Trop bien. Enfin, il y a juste un peu quelques nuances Ouais. qui voilà. Donc entre le plagiat et les accusations de racisme envers les personnes asiatiques et la femmephobie, ce drapeau n'a pas pris forcément, voilà. même elle a fait des essais donc en enlevant le baiser et même en faisant une version simplifiée à 5 bandes, ça n'a pas réussi à prendre. Sa réputation l'a précédé de partout, et puis voilà. fait que bon, on peut plus te considérer, madame. Hein. Ensuite, les Butch ont tenté de créer aussi leur propre drapeau. Donc pareil, hein, ça a été créé sur internet par une utilisatrice d'internet qui s'appelle ModQ et qui a fait un drapeau pour les personnes Butch et qui a choisi des couleurs. C'est un dégradé qui va du orange au jaune. Ouais, il est pas mal. Qui sont des dégradés, des couleurs qui sont pas pareil, qui sont pas associées à des identités de genre. Donc c'était un peu une manière de sortir du bleu masculin, mais qui est masculin homme, et du rose féminin, donc il essaie un peu de créer autre chose. Puis après, il y a des gens qui ont dit, bah ouais, mais pourquoi diviser la communauté lesbienne entre les... pour que ça nous rassemble toutes, quoi, c'est ça l'idée. Donc voilà, donc il y a Emily Gwen qui a créé son propre drapeau. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est un des premiers drapeaux qui a été créé, qui a été sélectionné par concours. Ok. Donc en fait dans le concours il y avait différents drapeaux, dont ceux précédemment cités, y compris celui avec le Labris. Tout ça, et elle avait cette proposition là et c'est celui qui a été retenu. Ouais. Donc initialement il est à 7 bandes également, donc il y a 3 bandes qui sont reprises du drapeau Butch orange, 3 bandes du drapeau lipstick rose et au milieu une bande blanche pour les personnes qui sont ni l'un ni l'autre, ni binaires, qui a été ensuite simplifiée dans un drapeau à 6 bandes. Et ensuite ils ont, a posteriori ils ont associé des significations plutôt arbitraire et oui parce que alors au début ils avaient des significations sur les butch etc, puis après les gens ont dit mais arrêtez de nous catégoriser par nos apparences. Oui, c'est un peu... C'est très au sein par exemple des lesbiennes ou des gays, c'est très par communauté de c'est très comme ça, c'est mais il y a quelqu'un qui a dit non, c'est un peu nul, donc voilà. Après, donc, il y a des significations, mais c'est impossible de retenir. Le orange clair pour la communauté, le orange foncé pour la féminité transgressive, le blanc pour la non-conformité de genre, le rose clair pour la liberté, et le rose foncé pour l'amour. Donc c'est plus des significations un peu politiquement correctes, voilà. Pour ça réunir tout le monde et pour éviter de créer des... Et au bout d'un moment ça devient que ça maintenant. Et ça fait l'unanimité, c'est un peu... Parce que par exemple on a un drapeau arc-en-ciel qui reste le plus connu pour... Je fais pas l'unanimité. Hein. Oui, non mais je veux dire c'est... nous on a l'image, ça représente ça. Ça représente la pride des communautés. Est-ce que ce drapeau-là... Celui-là est très représenté, je pense que c'est pour ça que j'ai eu 0% sur le drapeau arc-en-ciel pour les lesbiennes, parce que je pense qu'il est tellement identifié maintenant. Il est vraiment remplacé par ce... Ouais. Il y a même une version d'un drapeau qui élimine carrément l'arc-en-ciel, parce que en fait le drapeau arc-en-ciel est trop associé à des mecs blancs. Ok. Oui. Dans son histoire, il a été créé par un mec blanc. Ah oui, tu disais en 1978 avec des évolutions. Parce que le drapeau arc-en-ciel, maintenant il y a eu des tentatives pour rajouter les transgenres. Les transgenres. En fait, puis avec des ronds aussi. Il y a on peut faire le truc. Hein. À la base, c'est Harvey Milk qui était un politicien. Il y a un film sur Harvey Milk d'ailleurs qui est sorti San Francisco. Il y a 10 ans, 10-15 ans quand même, ça fait un petit moment, Et qui est blanc, et c'est important ce que je dis, parce que c'est un mec blanc. Et qui a demandé, il voulait avoir un emblème qui ne soit pas le triangle rose, qui est à peu près l'emblème. Il voulait un emblème qui soit vraiment de nos communautés, et pas un emblème qu'on reprend de l'oppresseur. Et alors à l'époque, il y avait pas, on parlait de lutte gay et lesbienne.
Ok. C'était de ça on parlait, il n'y avait pas de LGBT. Donc il fallait un emblème qui représente les gays et lesbiens. Et donc c'est Gilbert Baker qui est un artiste, homme, blanc, qui va proposer quelque chose, qui va proposer un drapeau arc-en-ciel à la base à 8 bandes. Rose, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet et indigo. Non, turquoise, bleu et indigo. Les significations sont un peu pareil, un peu cucu. Bah, faut bien justifier le. Voilà, donc c'est le rose pour la sexualité, le rouge pour la vie, le orange pour la santé, le jaune pour la lumière du soleil, le vert pour la nature, le turquoise pour la magie et l'art, l'indigo pour l'harmonie et le violet pour l'esprit. L'idée c'était un peu de représenter tout ce qui fait la vie des gays et lesbiennes. Ouais. Parce qu'apparemment les hétérosexuels n'ont pas de vie ni de lumière du soleil. Donc en vrai ce qui est intéressant dans cet emblème c'est qu'il y a toutes les couleurs réunies dans un même symbole. Il y a un peu diversité et unité. Et dedans il y avait aussi diversité même au sens comme tu disais au sens racial. J'ai pas utilisé le sens. Il y a diversité de nous, les gays et les lesbiennes et les bears et les twinks et les femmes et les butch. Ok, d'accord. En réalité Gilbert Baker n'est pas le créateur, en tout cas n'est pas le créateur unique. Donc il y a déjà un peu en plus un bisbille là-dessus avec le fait qu'il ait ramené la couverture vers lui. D'accord. En fait, il y avait 2 drapeaux. Il y avait 2 poteaux à orner. Le deuxième drapeau, c'est exactement le même avec les couleurs inversées. Et en plus, il y a une espèce de encart qui reprend les étoiles sur fond bleu du drapeau américain. Oui. Et donc, a priori, donc, ça a été fait en fait de manière générale par les membres du centre LGBT. Ok. Du centre gay et lesbien de San Francisco. Et il y a aussi une autre personne qui s'appelle Lynn Segerblom qui aurait été aussi à l'initiative. Là où je la crois, c'est que Lynn Segerblom, son nom d'artiste c'est Argyle Rainbow. Ok. Ouais. Et que son métier c'est qu'elle est artiste, mais elle est artiste teinturière. Pour rappel, c'est un drapeau qui est artisanal à la base, tissu teint. Et en plus, pour faire les étoiles, il y a une technique, il faut mettre des élastiques, etc. Okay. Et cousu ensemble. Donc on avait vraiment besoin de quelqu'un qui connaît. Donc, je ne nie pas. Peut-être l'idée. L'idée, je nie. Je ne dis pas que Gilbert Baker soit dans le processus. Mais en tout cas, ce n'est pas un processus unique, qui n'est pas un processus ni de Segerblom ni de Baker, qui est un processus plutôt collectif du centre de San Francisco. Par contre, Gilbert Baker est à l'origine de l'internationalisation de l'emblème. Ouais. Ça c'est sûr, c'est un bon marketeur. Donc l'emblème il a perdu ses couleurs à force. Donc je rappelle, on a un emblème à 8 bandes. Ouais. Le drapeau aujourd'hui, celui qui est connu, celui qui est l'emoji qu'on a dans nos téléphones, il a 6 bandes. Il a perdu sa bande rose au moment où on a voulu l'industrialiser. Parce qu'il n'y avait pas d'encre rose, parce que les premiers acheteurs c'est les États, et on a très peu de rose chez les États. Donc ça coûtait trop cher, donc on l'a retiré. On a un drapeau à 7 bandes. La deuxième raison, on a perdu la bande turquoise. C'est eu un grand événement, une Pride, et Baker voulait qu'on divise le drapeau en 2 et qu'on fasse 2 longues bandes de drapeaux le long d'une avenue. Okay. Sauf que le chiffre 7 divisé par 2, ça fait 3,5, c'est pas ouf. Donc on a retiré une bande pour que ça fasse 6. C'est ça les raisons. Oui, bah attends. Big brain. D'accord, donc ça, pendant longtemps, ok, oui. Ça c'est l'emblème qui s'est vraiment internationalisé. On a donc l'emoji, donc c'est bien la preuve. Et comment il a été accueilli, tu sais, bien. Au début? Ouais, c'est bien, oui, très très bien. Très, très bien. Et il est cool, il est positif, je veux dire, c'est trop cool. Ouais. L'arc-en-ciel, c'est cool qu'on en voit. En 2017, à Philadelphie, il y a un rapport sur le racisme intracommunautaire. Oui. D'où ma question, est-ce que ça inclut tout le monde Et donc on me demande, Philadelphie, pour la Pride de 2017, choisit de sortir un drapeau avec 2 bandes supplémentaires. Okay. Une bande noire et une bande brune pour les brown and black people, donc les personnes qu'on appelle personnes racisées. Ça, ouais. Oui, en gros les noirs, les latinos et les personnes d'origine sud-est asiatique. Ça fait un peu remarquer, tu as rajouté, ça fait un peu pointer du doigt, genre, parce qu'ils sont quand même en dehors de la communauté, vu qu'ils n'étaient pas... pas inclus et mis à l'écart, et puis il y a du racisme, encore aujourd'hui. Alors, un drapeau très mal accueilli, notamment de par la frange blanche masculine, parce que le drapeau était censé représenter les aspects de la vie queer. Mais du coup, on disait, donc ça veut dire que le racisme, c'est pas un aspect de la vie queer, alors que ces personnages vivent
bien sûr. Et alors là, on a ouvert la boîte de Pandore, donc on est en 2017. 2018, on a Oui, c'est vrai. une nouvelle version. Donc là, c'est Daniel Quasar, qui est un designer, alors, qui propose une version en rajoutant les bandes du drapeau trans. C'est ça. Donc, 3 bandes en plus, donc blanc, rose et bleu. En triangle sur le Ouais, côté, ouais, c'est ouais, ça. ben, pour un peu alléger. Ouais, Et c'est puis, ça. À un moment donné. donc c'est ce qu'on appelle un chevron. Oui. Okay, ça qui était rajouté pour dire aussi l'invisibilisation des personnes trans dans les milieux queer. Et puis toujours les bandes noires Et toujours on les garde, ouais. Et la bande noire, elle gagne une nouvelle signification qui est rajoutée, c'était pour représenter les personnes mortes du sida. Ok, ok. Et bah c'est pas C'est fini. pas une façon de... C'est très... c'est maladroit, non? Non, parce que ça fait partie aussi de l'histoire De queer. l'histoire queer, ouais, d'accord. Ça a été un Parce vrai que je me truc. dirais, tu vois, parce que c'est un peu ce qu'on te dit, genre le sida, de toute façon, si t'es gay, tu Bah, vas ça plus fait savoir partie. où ça fait partie, parce que dans les pratiques sexuelles, sont peut-être plus, t'es plus susceptible de l'avoir, mais tu sais, Ouais. ça a longtemps été utilisé aussi pour Ouais. pointer du doigt la dangerosité du fait, enfin, de la Ah, contre-nature d'être homosexuel, ouais, mais t'attrapes c'est- une maladie qui va te Ouais. faire mourir, quoi, tu vois, Mais c'est une commémoration, enfin ça fait vraiment partie de Ouais. l'histoire. Ok, donc c'est... Et encore, jusqu'à pas longtemps, les PD font encore partie des premiers cas de contamination. Et en 2021, on a une dernière version, on a rajouté dans le chevron le drapeau intersexe, qui est jaune avec un cercle violet au milieu. Ouais. C'est la version aujourd'hui actuelle. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a eu des mèmes où, genre avec des toiles de Pollock avec toutes les couleurs, et les Ouais. gens disaient, ah bah ça c'est l'évolution du drapeau arc-en-ciel. Et moi je m'étais posé la question, le problème c'est que le drapeau arc-en-ciel de base il est pas bon quoi. Ouais. Fait par un blanc qui, à la demande d'un blanc, et en plus un blanc qui est invisibilisé, perçu comme raciste, perçu comme transphobe, perçu apparemment comme interphobe. Mais il a tout pour plaire, cet homme-là, dis donc. C'est pas l'homme en question, c'est le drapeau en Le question. drapeau, C'est le ouais. drapeau qui a été perçu comme tel, comme ne représentait pas assez les personnes. C'est ça que le problème, c'est que le drapeau est. Moi j'avais proposé, toujours d'une manière un peu provocatrice, j'avais dit il faudrait peut-être brûler le drapeau arc-en-ciel et peut-être créer autre chose. Ouais. Et Partir sur une autre, ouais, de repartir à zéro sur des bases saines et puis on se met tous ensemble et on se dit qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que malgré tout la communauté LGBT se saisit de ce drapeau? Je sais On qu'il le ne fait pas voit. l'unanimité, On le trouve dans les prides. ouais. On le trouve dans les prides, où alors les gens vont plutôt prendre leur propre drapeau, non binaire, etc. Ouais. Ou cumuler les deux. Ouais. Donc on peut vraiment composer. Mais oui, dans la réalité, si on veut se faire entendre aujourd'hui dans un emblème, on va prendre ce dernier version de drapeau. Parce que maintenant ça a été Oui, c'est approprié, c'est quoi, je veux dire. institutionnalisé, C'est ça. c'est mondialement connu. Mais pour moi, j'avais proposé, à la fin de mon livre, je finis là-dessus, moi je propose de repartir à zéro et de proposer de prendre des tissus iridescents qui reprennent en fait le spectre chromatique et tu verrais jamais le même drapeau du point de vue où tu es. Enfin, je trouve en termes d'unité, ça reprend un peu le concept de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs sont là, mais dans un seul et même élément. Mais là, c'est encore mieux, c'est-à-dire que chacun envoie une version, C'est ça. et peut-être même une version qui est différente à chaque fois. Je trouve que ça permettait un peu de rassembler tout le monde. Ouais. Et puis d'arrêter aussi de vouloir attribuer des significations aux couleurs. Parce qu'au bout d'un moment... Et puis en plus à la fin, hein, je te l'ai dit, avec le drapeau lesbien, t'as vu, ça veut plus rien Ouais. dire. Et, Le soleil, ah, ok. ouais, super. ça veut dire le soleil et machin, ça veut plus rien dire. Et finalement, un drapeau, ça peut être juste joli. Hein. Oui, oui. Enfin, Et rassembler une communauté autour oui, de lui, oui, quoi, oui. tu vois. Ouais. il y a un autre drapeau que j'aime bien justement qui est drôle, c'est un drapeau lesbien encore. D'une créatrice sur Tumblr, encore une fois, qui s'appelait Lydia, qui a proposé un drapeau des fiertés saphiques. Ouais. Et qui est à 4 bandes horizontales, violet, rose et jaune, et qui en fait reprend les couleurs d'un poème de Sappho, cette poétesse antique qui est bisexuelle, Ouais. et dans une ode à Aphrodite, la déesse de la beauté, L'amour, qui est de l'amour grec. Elle décrit, donc elle utilise un langage fleuri qui sont des métaphores, et elle parle de violettes, de boutons de rose, d'aneth et de crocus. Et donc cette personne a décidé de reprendre la couleur Les de ces couleurs végétales. C'était joli, ça. C'est une autre manière Ouais, de c'est prendre. nouveau, c'est ça. C'est une autre manière de prendre. Dans tous ces étendards, dans tous ces drapeaux, est-ce qu'il y en a un qui fait l'unanimité? Genre vraiment où la communauté se dit... Non. Non, puis je pense en plus que il faut arrêter de voir les LGBT comme un monobloc, c'est faux. Qu'ils soient tous d'accord sur les C'est mêmes faux, choses. c'est Ouais. faux. Et heureusement que ça se dispute, et heureusement que c'est comme ça que. Enfin, même la science marche comme ça, enfin, on n'est pas d'accord avec les choses. Non. Non, 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 non. Par contre, il faut faire attention, il faut repenser. Enfin, le but d'un drapeau, à la base, le but d'un emblème en général, il y a trois manières. Se faire reconnaître aux yeux du public. Ouais. Qu'on se dise, ah, drapeau arc-en-ciel,
Bon, c'est bon. Ouais. c'est les alphabets. Ça sert aussi à solidariser entre nous. Ouais. Et ça sert aussi à se positionner par rapport à d'autres drapeaux à la base. Mm. Mais les 3 scopes peuvent fonctionner ensemble. Il y a lutter sous les mêmes couleurs comme... On n'a pas besoin d'une couleur unie, on peut juste se dire qu'on lutte côte à côte avec nos couleurs. Parce que c'est le symbole par exemple d'un drapeau national. Tu Oui, vas te battre mais sous le drapeau pour... Ouais, et puis on voit ce que ça donne. Enfin, la France, où tu la quittes, on voit bien les ruptures qu'il y a en France. Oui. Mais par exemple, je sais qu'il y a des drapeaux qui se combinent assez facilement. Par exemple, chez les non-binaires, comme il y a la question de est-ce que les non-binaires sont trans ou pas, Ouais. on va souvent avoir chez les personnes non-binaires la conjugaison des deux. Ok. Et puis on peut être asexuel et asexuel c'est un spectre. Ok. Ça peut être aussi des gens qui ont juste de l'appétit sexuel seulement Une fois tous les... par an. Voilà ça. Et puis on peut être asexuel et quand même avoir une attirance pour les femmes, enfin Oui, être une femme, ouais. voilà. Donc on peut aussi combiner le drapeau lesbien plus le drapeau asexuel ou le drapeau lesbien et le drapeau aromantique. Peut-être qu'on kiffe baiser avec des meufs et juste pas tomber amoureux d'elles. Oui. Donc il y a plein de moyens en fait, on peut être intersexe et homosexuel, on peut être... Enfin, il y a plein de moyens, c'est une grammaire, on peut conjuguer plusieurs trucs ensemble. Ok. Et qu'est-ce que tu fais là maintenant? Alors maintenant, moi je travaille sur le... Alors, il y a le violet qui est en bas bruit. Tu nous as dit là, c'est Ouais, gros ouais. dos. Gros dos que j'ai choisi parce qu'il y a pas mal de... Je parle beaucoup du violet dans le rose. Ouais. Donc du coup voilà, il y a déjà pas mal de trucs qui est fait. J'ai publié des choses sur le violet et les lesbiennes, sur violet et utopie queer. Ok. Parce que le violet c'est une couleur qui est un peu futuriste aussi. Si vous vous rappelez les dernières versions Pokémon, violet et écarlate, le violet c'est la partie futuriste. Et en parallèle, donc là je travaille sur un bouquin, sur une recherche que je fais sur le... Tu rigoles. Ok. Attention, sur le chien chinois à crête, qui est une race de chiens. Mais oui, mais t'en as un. Et j'en ai un. Mais oui, j'ai vu sur... c'est quoi? C'est sur LinkedIn que t'en parlais ou J'en quelque chose parlais comme ça, et c'est ça? elle a son compte Instagram comme tout bon papa millénial. Mais j'irai m'abonner avec le compte Instagram de mon chien et de mes chèvres. Parfait. Voilà, comme ça on aura des copies. Et donc, C'est quoi son compte Insta pour donner son compte sur les réseaux pour donner à nos auditeurs? Bien sûr, c'est Hirosh la moche. Hirosh, oh non, elle est mignonne. Donc Hirosh la alors moche. je finis mon sujet, du coup Oui. c'est le chien chinois à crête et sa construction comme archétype de mocheté. Parce qu'en fait si on regarde le concours de chien le plus moche du monde aux États-Unis, c'est plus de 50% des gagnants et gagnantes qui sont des chiens chinois à crête. Ok. Déjà c'est un premier truc, parce qu'en fait c'est un chien qui est, il est pas complètement sans poils, il a des poils quand même. Certains C'est un peu ridicule. Parce que, par exemple les cholos mexicains, les chiens du mexicains, eux ils ont jamais gagné le concours parce que et en plus eux ils ont une histoire ancestrale d'il y a 3000 ans. Oui, mais sous les Incas, enfin oui c'est voilà. ça. Et les cholos pour qu'on comprenne vite fait, c'est dans le film Coco, c'est Dante. C'est le petit chien qui l'a. Donc il y a vraiment une mythologie autour. Donc dès qu'il y a une mythologie, on peut moins l'attaquer. Et Frida Kahlo en avait plein. Enfin, il y a tout un truc avec le Mexique et la mexicanité. C'est au patrimoine mexicain aussi, la race. Donc on peut pas la toucher. Et en plus, c'est un animal qui est facile à présenter en concours, vu que c'est génétique, c'est dans la race, c'est stable. Ok. Et parce que moi j'en ai une, donc je peux vous dire les compliments que j'ai dans la rue, c'est « Ah, elle est vieille !» Parce qu'on pense que c'est une alopécie due à la vieillesse. Non. C'est elle. Elle est malade. Donc on pense que c'est un peu un cancer. Non. Ah, c'est vous qui l'avez rasé. Donc on pense que c'est de la négligence, enfin de la maltraitance sur animaux. Super. Donc il y a un truc qui peut attirer le pathos et tous les éléments qui fait qu'un chien gagne le concours de mocheté. Et je m'intéresse aussi à sa circulation médiatique. Parce que quand c'est employé dans les séries et les films, l'animal ne sert qu'à être le chien moche. Il apparaît dans Nip Tuck. Dans Nip Tuck, c'était une série sur la chirurgie esthétique. Il y a un mec qui l'amène pour le rendre plus beau. Il meurt, le chien, comme tous les chiens dans les films. Mais Nip Tuck, sacrée série. Ouais, que je regarde avec lui, il est assez transphobe, sexiste, il y a rien qui va, quoi. Et puis très sexiste, ça baise à couilles rabattues, et c'est très les femmes... objet, enfin... Et donc la blague, c'est que le mec vient dépenser 100 000 $ pour gagner des concours de beauté, alors qu'on présente un chien qui est perçu comme moche. Pour les références plus récentes, il apparaît dans Too Much, la série Netflix, qui est sur Netflix. Donc c'est Mia, dont le frère a gagné le concours de chien le plus moche de Grande-Bretagne, qui incarne donc le personnage d'Astrid, qui est pareil un chien chinois plutôt âgé, donc avec un peu moins de poils, et qui
qui meurt. Allez, là où, le spoiler. mais qui est, comme tous les chiens, Voilà. si vous voulez, il y a un site qui permet de savoir à l'avance s'ils vont mourir ou pas. Donc voilà, qui est là aussi dans tous les épisodes. Et le vrai chien moche qui a vraiment percé récemment, c'est Peggy dans Deadpool et Wolverine, Ok, oui. où il incarne Dogpool, et qui est un chien croisé carlin chien chinois à crête, Ok, ouais. et qui a aussi gagné le concours de chien le plus moche D'accord. de Grande-Bretagne. Donc voilà, ça c'est mon gros projet de recherche qui permet aussi d'interroger donc les standards canins, Bien sûr. et aussi les concepts de laid, de moche. Pourquoi ce chien plutôt qu'un autre, enfin, donc voilà, je convoque les concepts de grotesque, de burlesque, Ok. de ugly cute aussi, le mignon, etc. Les dynamiques aussi dans les réseaux sociaux. Ça t'est venu récemment cette idée de... Ça m'est venu de ma chienne a 10 ans, donc Ok, ouais. je commence à anticiper le départ de la Ouais. chienne, donc je prépare mon deuil en avance, Ouais. en essayant de la faire rentrer dans la postérité. Donc d'abord un réseau social, donc d'abord son compte Instagram, et de base je voulais c'était une blague, je voulais créer un article sur les chiens chinois, parce que vous savez, il y a des revues qu'on appelle des revues prédatrices qui en fait relisent pas les articles, qui veulent juste publier. Ok. Et je voulais caser un article fake écrit par Hiroshima, voilà, un grand scientifique japonais qu'il en est, et de faire un article sur genre en mode mais non, les chiens chinois sont pas moches. Et en fait, de la blague, j'ai creusé et assez rapidement je suis arrivé avec beaucoup de matériaux, et du coup c'est plus une blague. Et ça va... c'est ça. Et ça va prendre quelle forme? Enfin, c'est gros, c'est énorme. Je peux faire un livre à peu près la même taille de 200 pages. Je suis en contact avec le président du jury du concours états-unien. Ok. J'ai contacté tous les éleveurs de France. Je suis en contact notamment avec le chien chinois aussi. Vous en avez entendu parler avec la mort de Loana Petrucciani, Oui, c'est vrai. qui avait un chien C'est chinois vrai. qui est mort, et on l'avait accusé de maltraitance Ouais. aussi parce qu'il n'y avait pas de poils. Donc, je suis en contact avec l'éleveuse qui a vendu le chien. Voilà, donc je me mets en contact, je vais me mettre en contact aussi avec des détenteurs de chiens chinois à crête pour un peu croiser les expériences, pourquoi vous avez choisi cette race, Ouais, c'est ça. puis les commentaires que les gens ont dans la rue, etc. Ouais. Donc ça va être un bouquin, ouais. Super. Je vais essayer ça, ouais. Donc voilà, et puis dès qu'il y a un projet sur les couleurs, j'ai un article qui est sous évaluation sur le Brad Green, par exemple. Ok. Donc dès qu'il y a un événement un peu chromatique, Ouais. Tu es là. Oui, j'aime bien. Tu te positionnes. Oui, j'essaie, parce que j'aime bien aussi tout ce qui est circulation numérique, réseaux sociaux, donc dès qu'il y a une tendance, ça me botte bien. Et à côté, pour gagner de l'argent, tu donnes des cours, Parce que ça, c'est important quand même. Oui, je donne des cours des vacations, mal payés 6 mois après dans les universités. Ça, c'est le lot de... Voilà, je fais de la coordination pédagogique administrative dans une école privée aussi. Ok. Il y a des conférences aussi de temps en temps, mais là j'arrête l'université. Ok. Là, j'arrête cette année parce que c'est compliqué. Je vais essayer de me trouver un boring job Et continuer tes recherches moi c'est la à recherche creuser, tout ça. c'est vraiment ça la vous recherche intéresse, qui ouais. m'intéresse. Ouais. C'est la recherche. J'adore écrire, écrire des livres. Enfin, c'est vraiment mon truc. C'est vraiment mon truc. Ok, bah Voilà. écoute, je te souhaite plein de courage pour tous ces projets. Et moi, ça m'intéresserait beaucoup de parler de chiens chinois à crête avec toi sur le podcast. Et bah écoute, quand on connaît, Avec si plaisir. tu veux qu'on fasse un épisode de podcast là-dessus, franchement, alors là, moi j'adore après- les trucs. On s'y attend pas, et ben allons-y. Avec Moi grand je plaisir. plonge au pied mais joint dedans c'est, sans aucun problème. C'est facile. Là, tu m'as appâté l'esprit, là je le note. Ah, c'est un Et dès que- rabbit hole. Enfin, Dès que t'es prêt, tu m'envoies un petit SMS et Ah, ouais, non, on mais, y va. Bah, en tout cas, Rose, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour parler de ce super bouquin avec lequel on apprend plein de choses. Merci aux éditions du Cavalier Bleu qui m'ont envoyé le livre. Je leur ai demandé, ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais. J'ai dit, j'aimerais beaucoup lire ce livre. Donc voilà, ils me l'ont envoyé très gentiment. Écoute, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Que tu puisses faire toutes les recherches que tu veux, en pouvant manger, te nourrir, voilà, et nourrir Hirosh la moche, parce que quand même, c'est important, voilà, pour survivre. Et puis écoute, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et puis, bonne Pride pour les prochaines. C'est ça, merci beaucoup. Bye bye. The beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees.